Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec un invité assez spécial. Jean-Charles, bienvenue sur le podcast et merci déjà de m'avoir invité chez toi parce que là, on enregistre de chez toi. Sur Paris, dans le 20e, 19e, 20e 11e. 11e. C'est pareil, c'est à Paris. Ok, c'est à Paris. Donc, est-ce que je peux déjà te demander de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, merci pour l'invitation déjà. Moi, je suis Jean-Charles Kurdali, j'ai 28 ans. Comment se présenter après moi, je suis originaire de Nancy en Lorraine, dans le nord-est en France. Je suis arrivé à Paris il y a un an, suite à ma première entreprise j'expliquerai plus tard dans le podcast, mais que j'ai monté, où j'étais le dirigeant pendant 4 ans. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis quelqu'un qui est passionné, on va dire de manière générale, par créer des choses. J'aime bien monter des projets dans différents domaines. Je suis passionné de littérature, de cinéma, d'entrepreneuriat. Et après, je sais pas si tu veux que je rentre dans le détail de ce que j'ai fait, mais voilà, j'ai été en rapide, j'étais dans le poker, j'étais dans les startups, maintenant je suis dans l'investissement. Et voilà, moi j'imagine qu'on va rentrer un petit peu dans le détail. On va aborder tous ces points-là. Donc, comme on s'est dit en off, on a presque le même âge. Tu avais 8 ans, tu étais très jeune déjà pour ce gros parcours qu'on va développer tout au long de l'échange. Et tu as plus de 4 ans déjà dans l'entrepreneuriat. Quand j'ai essayé de checker un peu, de chercher sur toi, j'ai vu que c'est depuis 2013 que tu t'es lancé dans le dur, même si avant tu as parlé un petit peu de poker et tout, que tu as un petit peu, t'as été pro? T'as joué à un niveau je sais pas si on peut appeler ça professionnel? pro, mais en tout cas, c'était ma source de revenus principale pendant quelques années. Ouais. Et ces 4 ans, quand on se disait, c'était avec Fête, ton entreprise. Ouais, alors j'avais commencé avant ça en 2013, j'avais essayé de monter avec un associé à Nancy un équivalent de Slack, donc une messagerie interne d'entreprise. Ouais. Et en fait, parce que moi j'utilisais beaucoup Skype en tant que joueur de poker. J'étais dans des groupes de joueurs avec qui on échangeait tous les jours. Ouais. Et je m'étais dit, ça peut être intéressant, je pense, de faire la même chose pour le business, pour les entreprises. Et du coup, j'avais essayé de créer une messagerie, mais j'avais 22 ans, j'avais aucune notion de business. Et du coup, en fait, on a fait ça pendant 6 mois, mais on a eu beaucoup de difficultés. Messagerie, genre, pour entreprise à la Slack. Ouais, vraiment, c'était vraiment copier-coller. Enfin, l'idée, c'était Slack, quoi. C'était exactement la même idée. C'était permettre à des entreprises Est-ce que Slack existait déjà à ce moment? C'était inspiré de Slack ou? C'était pas inspiré de Slack, je connaissais pas Slack, à mon avis. Alors, si on refait les dates, eux, ils ont dû démarrer en 2012-2013. Mais personne connaissait en France, et moi, j'avais pas du tout identifié Slack, en tout cas, dans ce que j'avais cherché. Quand j'avais été voir l'environnement un peu plutôt en France et en Europe, et donc il démarrait quoi, Slack, mais bon, après voilà, c'est comme je dis souvent, c'est quand même l'exécution qui est importante. L'idée, ça vaut ce que ça vaut, et surtout on était assez jeunes et très très naïfs, et on manquait énormément de compétences pour pouvoir mener à bien ce genre de projet. Mais en tout cas, c'était une belle expérience qui m'a permis après de prendre de mieux commencer la deuxième qui a été Fetch, qui a duré 4 ans, celle-ci. Pour revenir sur Fête, tu t'as dit que tu étais originaire de Nancy et c'est principalement là-bas que c'était ton quartier général, j'imagine. Ouais, les bureaux étaient là-bas. Ce qu'il faut notifier, c'est que on est dans des villes où c'est environ entre 100 et 150 000 habitants. C'est pas Paris, c'est pas des grosses surfaces. Et pour un business de ce genre, c'était ça ta spécialité en fait, de te déployer juste dans les villes avec une population qui tourne dans les 150 000 habitants. C'était pas tout de suite l'idée initiale, c'était juste j'ai envie de me faire livrer mes restos préférés dans ma ville, en l'occurrence Nancy. Et il y avait une ambition quand même rapidement de vouloir ouvrir d'autres villes, mais on savait pas, on n'avait pas exclu au tout début de partir après sur Paris, Lyon, des villes comme ça. Et en fait, la vision, on va dire, elle s'est précisée lors de l'ouverture de la deuxième ville qui est Metz, qui est une ville à 50 km de Nancy, d'une taille similaire. Ça doit faire 110 000 habitants, à peu près comme Nancy. Et là, on avait compris en fait que ce qu'on avait appris et ce qu'on était en train de faire, il y avait une plus-value en fait, qu'on pensait que les gros concurrents qui commençaient à arriver sur le marché français, qui étaient à l'époque Take It Easy, Deliveroo, et plus tard, plutôt en 2016, Uber Eats, auraient du mal à faire de la même manière que nous ce business.
Et du coup, on s'est dit qu'à partir de l'ouverture de Metz, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant? C'est vrai qu'on n'a pas spécifié exactement ce que c'était fait. Peut-être tu peux rapidement. C'était une boîte. En fait, c'est simple à comprendre. C'était une boîte de livraison de restaurants, de plats de restaurants. Donc, mise en relation entre restaurants, clients, avec au milieu des livreurs indépendants. Donc, de la même manière qu'aujourd'hui, les très connus Uber Eats ou Deliveroo. Et quand je l'ai créé, donc l'idée, je l'ai eu en janvier 2015. Et à cette époque, en France, il y avait pas grand monde, ils n'étaient pas encore tous arrivés, ils sont arrivés comme je disais, courant 2015 et 2016, et on va dire qu'en 2015 les seuls qui étaient vraiment similaires c'était Restoin, qui était un acteur qui a été créé en 2006, qui avait été racheté par la Géopost, et sinon le seul acteur très connu mais qui n'était pas tout à fait pareil c'était Allo Resto, qui s'était fait racheter par Just Eat, qui lui en fait était vraiment une plateforme de mise en relation mais sans gérer la partie livraison. C'était juste, j'ai des restaurants les restaurants ayant des livreurs peuvent utiliser la plateforme Allo Resto pour se mettre en relation avec des clients. Alors que la différence avec les boîtes comme Fetch ou Deliveroo, il y a la notion on gère une flotte d'indépendants, on recrute ces personnes, on drive ces personnes quand même un minimum, et du coup ça permet de livrer des restaurants en fait qui n'avaient pas de livreurs eux-mêmes. Donc autrement dit, 90% des restaurants. Donc c'est ça la plus-value en fait de ces business. C'est vrai que t'as commencé très très jeune, et puis en plus on parle même pas de ce que t'as fait avant sur le poker, parce que lorsque je cherchais un petit peu sur toi, tu vivais en fait de ça. T'étais pas comme peut-être les jeunes de ton époque qui étaient obligés d'aller faire des boulots d'été pour pouvoir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? C'est quoi, t'as fait quoi comme étude déjà, peut-être pour commencer, pour qu'on puisse un petit peu avoir si tu veux parler un peu de la période poker, c'est directement lié à mes études, même avant le bac en fait, parce que je commence le poker, je suis au lycée en fait. C'est légal, y a pas Non, c'est pas spécialement légal. Quand t'as moins de 18 ans, t'es pas censé le jouer, mais il se trouve que moi en fait, je sortais d'une année qui était assez compliquée. J'avais eu il y avait des problèmes familiaux, enfin pas de problèmes familiaux, mais un décès dans ma famille qui m'avait assez affecté. Et aussi donc ça a impacté deux choses, mes études, enfin ma seconde en fait, j'ai redoublé ma seconde. Et ma saison de tennis. Moi, je jouais beaucoup au tennis quand j'étais petit, et je me suis mis à perdre des matchs contre des gens que j'avais jamais perdus depuis que j'étais tout jeune. Et du coup, j'ai vu une saison compliquée. T'étais pro aussi? C'était non, vraiment tout, au niveau local. Enfin, jamais été. Voilà, pour ce cas, j'étais 15-5 vers 14-15 ans. C'est correct sans plus. Mais en tout cas, voilà, j'étais passionné, et je commençais à perdre des matchs qui m'énervaient. Et du coup, j'avais besoin de trouver un endroit où je pouvais aussi bien intellectuellement qu'en termes de compétition, en fait, où je pouvais progresser et repartir de zéro sur dans un nouveau domaine. Et au début, c'était les échecs pendant quelques semaines. Et après, j'ai commencé à regarder un petit peu les échecs. J'avais joué un petit peu quand j'étais petit sans avoir jamais été bon. Particulièrement, j'avais jamais poussé. Mais le sujet m'intéressait bien. Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu commençais à 15-16 ans, tu pourrais jamais devenir un grand joueur d'échecs. Il faut commencer beaucoup plus jeune pour être dans les tops mondiaux. Et donc, ça m'a pas intéressé, en fait, à cause de ça. Ouais. Je me suis dit, je vais chercher autre chose. Et juste à côté, en fait, c'est, les joueurs d'échecs accepteront peut-être pas, mais j'ai vu le poker qui était un autre jeu qui commençait à faire parler à l'époque. T'avais Patrick Bruel il y avait l'émission World Poker Tour sur Canal+. Ouais, je crois qu'il avait même des actions dans. Ouais, chez Winamax. Ouais. Ah, il est toujours actionnaire chez Winamax, il me semble. J'ai beaucoup adoré. Il y a un épisode où tu traites de ça plutôt dans l'ancien podcast, Conversation avec Zisheka. J'ai oublié comment il s'appelle, ton invité. C'était Alexis Lebsker, ouais. Ouais, effectivement. Ça, ancien de PokerStar qui. Je vais mettre le lien de cet épisode dans la description. Là, il démystifiait un petit peu parce que pour plein de gens, moi aussi, jusqu'à ce que j'écoute cet épisode, c'était poker, c'était des trucs pour des mecs dangereux, les mecs qui veulent blanchir de la drogue et tout. Mais il démystifie, il montre en fait le côté, il y a une vraie tech derrière, notamment avec PokerStar. Et je vais mettre le lien bien sûr en description. C'était un épisode très 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 passionnant. Donc du coup, tu entres dans ce domaine-là. Est-ce que tu as des mentors, tu as des gens qui te mettent les pieds au début, je suis tout seul, comme dans n'importe quel domaine. J'ai la chance de gagner quelques tournois gratuits en fait qui me permettent de gagner quelques dizaines, centaines de dollars. De l'ordre, on va dire, j'avais peut-être gagné 150-200$ en gagnant 3-4 tournois dès le début, quasiment, quand j'ai commencé online. Et après, je me suis intéressé très vite, en fait, j'ai eu la bonne approche, mais de manière un peu hasardeuse. En fait, je suis allé sur les forums, en fait, j'ai cherché des forums où il y avait des gens qui parlaient de poker. Et je tombais sur un, en fait, où j'ai commencé à poster, à poser des questions, et je me suis rendu compte qu'il y avait une communauté assez active et de gens qui voulaient, comme moi, progresser et pourquoi pas essayer d'en vivre à moyen long terme.
Et donc voilà, donc j'ai rejoint plusieurs groupes. Après, on est sorti des forums, on allait plutôt sur Skype pour faire des échanges en live. Et du coup, ça consistait en quoi? Ça consistait à réfléchir sur des situations, à revoir des sessions les uns les autres, que ce soit en live ou a posteriori, et de se challenger, de poster des mains et dire voilà, dans tel spot, dans telle situation, comment on devrait jouer normalement selon plein de paramètres, du coup l'adversaire, ce qui s'est pas l'historique qui s'est passé avant, voilà, il y a plein de critères que tu peux prendre en compte pour prendre des décisions au poker. Genre plus t'es bon en fait tu reconnais les très bons joueurs à la profondeur des raisonnements qu'ils peuvent avoir et au nombre de détails qu'ils vont regarder. Et mis bout à bout en fait ça peut prendre des décisions hyper précises. Et c'est ce qui différencie en fait le joueur pas très bon du correct, du bon et de l'excellent. Et puis voilà, du coup j'ai monté les échelons petit à petit. J'ai joué au final, j'ai joué quand même pendant presque 6-7 ans quand même au poker, donc c'était quand même une grosse période. Et puis voilà, donc une belle période. Après je pense que j'avais vraiment des bonnes aptitudes pour ce jeu-là, et j'ai beaucoup passé de temps à réfléchir et à travailler le jeu. Un peu moins malheureusement pour moi financièrement à jouer. J'ai joué, mais je jouais un nombre d'heures assez limité, et c'était dû notamment au fait que ce qui est complètement compréhensible, mais ma mère n'aimait pas du tout, et aime toujours pas d'ailleurs le poker. Et du coup j'habitais à 17-18 ans, j'étais encore chez ma mère, et donc du coup j'avais un temps de jeu qui était assez limité, parce que voilà, je savais qu'elle aimait pas ça, et du coup j'avais pas forcément accès tout le temps même à l'ordinateur, le truc. J'imagine, parce j'avais des attentions. Pour les plus geeks, c'est près de 8h, 10h comme ça, plaqué devant un écran. J'avais pas 10 heures comme un joueur de World of Warcraft qui peut jouer, je sais pas, à l'époque 8, 10, 12 heures par jour. Moi j'étais plus limité à entre 1 et 2 heures par jour quand je jouais, en tout cas. Bon, top. Je pense que c'est notamment grâce à cette expérience avec le poker que tu es tombé de fil en aiguille dans le business, quoi, toujours par le biais de ces mêmes forums. Ouais, c'est ça. En fait, je tombe. Là, on est en 2012 ou 2013, et je suis sur un forum, toujours le forum de poker, Club Poker en l'occurrence. Et en fait, je tombe sur un lien en fait qui redirige vers un blog. Si je dis pas de bêtises, c'était un blog d'Olivier Roland. Olivier Roland, un infopreneur qui avait un blog à l'époque, blogueur, exactement. Blogueur pro, avec la formation blogueur pro, et qui à l'époque avait un blog qui s'appelait ou qui s'appelle toujours Des livres pour changer de vie. Ouais. Et du coup j'étais en stage, parce que en fait après je m'ai parlé de mes études, mais du coup j'ai eu un bac, je suis parti après après j'ai fait un peu la fac pendant 2-3 ans, mais j'allais quasiment pas en cours, j'étais pas sérieux, ça n'allait pas du tout avec ma manière de penser et mes objectifs, on va dire, qui étaient d'un côté je pouvais être bon dans le poker, et l'autre faire une L1 de droit, où j'ai fait une L1 de droit, j'ai fait une L1 de LEA aussi en anglais espagnol, mais ça m'a vraiment pas passionné. Et après je suis reparti sur ce que je faisais au lycée, sur la partie plus comptabilité, et là c'était plus moi je savais très bien que je serais pas employé après, que je voulais monter des choses, etc., mais disons que c'était plus pour la famille. J'imagine qu'après avoir touché de certaines sommes assez il y a pas photo entre quelqu'un qui va se taper toutes ces années sur les bancs et puis aller en entreprise pour ne même pas avoir les 1/3 de ce que tu avais lorsque tu étais encore au lycée, j'imagine. Après, je vais pas non plus gagner des sommes folles avec le poker, mais c'était même plus la mentalité qu'il y avait derrière. C'est en fait le poker, ça m'a donné l'état d'esprit en fait que c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en fait pourquoi j'ai joué aussi au poker à la base, il y avait autre chose que le contexte de mes 16 ans, il y avait aussi des lectures, et notamment un livre qui a été fondateur pour moi, mais que je suis pas le seul vers l'adolescence à le mentionner, c'est Sur la route de Jacques Kerouac, qui est un livre en fait qui a été écrit donc par un des précurseurs d'un mouvement littéraire qui s'appelle les Beatniks. On va mettre les liens en description pour ceux qui donc Jacques Kerouac en fait c'est une ode à la liberté, on va dire. Lui par le voyage, pas les expérimentations, il y avait aussi de la drogue, il y avait d'autres choses qui font que je pense que les ados aiment bien ce livre. Mais moi en fait ce que j'en ai tiré du bouquin là, c'était attrape ta liberté, parce que tu l'auras que par toi-même, c'est pas les gens qui vont te la donner, donc donne-toi les moyens d'être libre. Et du coup, une des voies moi que j'avais trouvé, il y en a plein d'autres pour être libre, c'était pour commencer le poker, qui me permettait intellectuellement et un peu financièrement aussi de m'extraire, on va dire, de la vie standard entre guillemets, qui a rien de standard en fait dans la vie standard, mais qu'on considère standard aujourd'hui.
Ouais, je vois. Donc, en 2015, tu commences Fête et c'est sur une inspiration d'un film, tu disais dans une interview. Ouais, c'est pas des bêtises, ça c'est tu pas. peux nous raconter un petit peu l'anecdote? Ça fait storytelling un peu, Le mais pétrole et tout. on est début Bizarre, quand même. janvier 2015. Ouais. Je vais au cinéma avec mon frère et deux trois amis. On va voir un film qui s'appelle A Most Valiant Year. Avec notamment Oscar Isaac et Jessica Chastain en acteurs. Et c'est un film en fait qui traite d'un businessman qui est dans l'import-export de pétrole à New York dans les années 70, si j'ai pas de bêtises, ou 80 plutôt. Et du coup je vois ce film, je rentre chez moi, il doit être, je sais pas, 23h, je m'endors et je me réveille vers 1h du matin ou 2h du matin, je sais plus. Et là, avec l'ampoule qui sonne sur la tête, c'est l'idée du siècle. J'avais faim en fait, ça m'arrive, je sais pas, comme plein de gens j'imagine, avoir faim en plein milieu de la nuit. Bon, à 1h du matin, c'est bizarre quand même. Bah écoute, j'avais faim en tout cas. Et à l'époque, ouais, voilà, ça pourrait me lever au milieu de la nuit et puis manger un petit truc. Et en fait, j'ai fait à ce moment-là la connexion, c'est connexion en fait bouffe et enfin nourriture et les livraisons en fait par rapport au film. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, parce que je cherchais des idées de business, mais je voulais pas les chercher. Je me disais de toute façon, il fallait que je trouve un problème ou quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Suite à la première expérience que je t'ai raconté plus tôt du chat là que j'avais arrêté, enfin la messagerie à la Slack. Où là c'était vraiment une opportunité. Au final, j'avais jamais très bien. Enfin bref, c'était une première expérience qui ont été intéressantes, mais qui a pas été fructifiante. Mais par contre cette fois-ci, donc là j'étais pas dans la proactivité, mais j'étais plutôt j'essaie de comprendre ce qui m'entoure et voir moi les problèmes qui me perturbent. C'est quelque chose que tu faisais moins sur l'autre activité, t'as pas fait genre t'es pas allé à la rencontre, par exemple, l'autre je voulais monter une boîte, des clients qui. Ouais, il y avait ça notamment. Ouais. On avait pris complètement à l'envers cette première boîte parce qu'on avait aucune expérience, donc on faisait toutes les erreurs classiques de la première boîte des jeunes entrepreneurs, donc de pas aller directement à la rencontre des clients, de trop vite chercher un développeur, de pas sortir sa première version de son produit le plus vite possible pour la confronter à des prospects, voire à des premiers users. Enfin voilà, on avait fait un peu tout à l'envers, qui est assez classique. De toute façon, je le constate en étant conseiller maintenant de pas mal de startups, que ce soit dans ma région en Lorraine à une époque, ou maintenant à Paris. Mais pour revenir à Fetch, donc cette idée, donc ce soir de janvier 2015, et en fait ce que j'ai fait tout de suite, c'est que j'ai pris mon ordi, j'ai ouvert un Google Doc et j'ai tapé, et là c'est dur à dire parce que le temps il est passé très vite, je sais pas, je pourrais pas dire, c'est entre 1h et 3h où j'ai en fait écrit tout ce que j'avais dans ma tête par rapport à cette idée. Au moment quand tu t'élèves et t'as l'idée, tu te. Je sors mon ordi, littéralement. Enfin, je prends mon ordi et je me remets sur mon ordi parce que c'était pas un ordinateur portable, c'était un ordi fixe que j'avais à ce moment-là. Et je tape. Pouah. Et tout ce que j'ai, tout truc du plus entre guillemets smart au plus débile. Enfin, j'ai pas de filtre. Et je de l'idée générale jusqu'au petit détail qui. Non, mais c'est plus comment on va faire ça. Enfin, comment on va livrer, comment aller voir les. T'as schématisé un petit peu sur comment tu vois ça peut-être sur 2-3 ans, quoi, ce que ça va ressembler. Alors, je dirais que c'était plus sortir tout ce que j'avais en tête. En fait, parce que après avoir eu l'idée, j'avais mis l'idée par rapport à cette idée et 1000 questions. Et il fallait que je les mette quelque part. Et après, pour pouvoir me rendormir tranquillement. Et le lendemain matin, j'ai décidé de me mettre, de commencer à travailler sur ce projet-là. Et il se trouve, voilà, que j'ai c'est malheureux, mais il y avait les attentats de Charlie Hebdo le lendemain. En fait, j'ai eu l'idée le 6 janvier, si je dis pas de bêtises, et les attentats, c'est le 7 janvier 2015. Et je me souviens très bien, je mets BFM en fond, du coup, pour suivre ce qui se passe, et je me mets sur mon PC et je travaille, je commence à travailler sur ce qui est devenu Fetch ensuite. Et qui est à ce moment-là une idée dans ma tête. C'est une grosse force chez toi, c'est de passer comme ça direct à l'action. Un truc te passe par la tête directement, tu mets en application, et c'est quelque chose qui se voit même avec ton projet actuel. On va en parler sûrement tout au long de l'interview de First Ticket Capital. Sur fait, tu es tout seul. Quand j'ai l'idée, oui, on a l'idée tout seul, mais très vite, non, en fait, en fait, ce que je fais, donc, si on reprend vraiment les prémices, donc là, il y a les attentats de Charlie Hebdo, je commence à travailler, et le soir même ou le lendemain, en fait, j'envoie un message à mes potes du lycée, sachant que là, à ce moment-là, j'ai 23 ans, donc ça fait 4-5 ans qu'on est sorti du lycée, et je leur dis, j'aimerais bien j'organise une soirée, en fait, le vendredi ou le samedi de la même semaine. Ouais. Donc là, le lundi, mardi, j'organise une soirée pour le vendredi. Ou le samedi. Et ce que j'ai en tête derrière ça, c'est pitcher mon idée à des potes, pour avoir les premiers retours, et 2,
Donc déjà, voilà, de dire aux gens, c'est très faut y pitcher. Quand on a une idée, faut en parler, faut pas justement la cacher. C'est une fausse bonne idée de dire faut mon idée. On s'en fout de l'idée, quoi. C'est l'application. On va la mettre en place avec ton parcours. Donc complètement. Et l'autre chose, c'était que j'avais un de mes associés, lapsus du coup, mais un de mes anciens potes de lycée que j'avais en tête, que je voulais recruter pour m'associer sur ce projet. Donc en l'occurrence, c'est Lou Chardin qui est devenu le cofondateur de Fetch. Attends, je comprends pas. Ça veut dire avant même que tu aies l'idée, tu avais des gens en tête que oui, voilà, c'est vrai que si jamais je lance un gros truc avec ce mec-là. Ouais, j'avais l'idée depuis en fait, ça fait partie j'ai toujours fait ça en fait, j'ai l'impression les gens que j'aime bien, que je trouve forts, intéressants, qui ont des potentiels en fait, je les mets dans un. Alors maintenant c'est sur des listes que je le fais, mais maintenant c'est dans un coin de ta tête, tu dis avec ce mec on a fait un truc, je pense. En fait, on se voyait les 4 ans après le bac, 4-5 ans, en fait, on se voyait régulièrement dans des soirées, on avait des groupes d'amis en commun, et on parlait à chaque fois, lui faisait du trading, il était dans l'économie, et moi poker et entrepreneuriat après, donc en fait on se suivait, il y avait des et on avait je pense voilà, pas mal de curiosité pour l'un pour l'autre, et je pense qu'on se respectait aussi déjà mutuellement sur différents aspects, et donc tout de suite en fait j'ai eu l'idée de lui en priorité, de lui en parler, lui proposer de monter la boîte avec moi. Et en fait ça s'est fait, donc dès la première semaine au final il a accepté de me rejoindre sur ce projet. Donc en tout vous êtes deux ou il y a alors après il y a eu d'autres, après c'est des histoires de début de boîte, mais on a eu des tentatives d'association avec différentes personnes. En tout cas l'équipe fondatrice on va dire qui a été opérationnellement dans la boîte du début à la fin, c'est moi, enfin lui et moi, donc Lou Jardin et moi-même. Et après, on a eu des tests, on a tenté des associés techniques avant de créer la SAS, donc où ça s'est pas bien passé les 2 fois. On avait un autre ami du lycée qui nous avait rejoint, qui est finalement parti en plein milieu de l'histoire de Fetch, donc au bout d'un an, pour des raisons, voilà, c'était des raisons diverses. Lui, c'était plus par rapport, il avait besoin de gagner de l'argent, et nous, on considérait que c'était pas forcément le bon fit pour l'équipe des fondateurs. Et après, il y avait eu, et sinon, il y en avait un troisième qui, là, a été quasiment pendant toute la boîte, mais qui était pas opérationnel. C'est Nicolas Castelli, un avocat, qui était, dans mon lycée également. Parce que tous ces personnages, en fait, se viennent de mon lycée. T'as réuni la team, en fait. Et, alors lui, je le connaissais pas au lycée, mais il était un peu plus âgé, il a 2 ans de plus. Donc, quand j'étais en seconde, c'était un terminal. Donc, tu parles pas forcément terminal quand t'es en seconde. Ouais, c'est vrai quand même que, en plus, il y a cette hauteur, là, les mecs de terminal, ils regardent toujours en bas, comme ça, les petits jeunes, là. C'est moins vrai qu'au collège. c'est plus méchant au collège quand t'es 6ème versus 3ème. Au lycée ça va un peu mieux, mais dans ce cas non, je le connaissais pas. Est-ce que t'avais déjà t'avais des trucs qui changeaient souvent? Comment ça se fait où il y a une amitié qui s'est créée après le bac, je sais pas comment. Avec c'est lui qui était le juriste en fait. Ouais, le juriste, c'est ça, ouais. Bah lui, l'amitié elle s'est faite en fait. Le premier jour que je le vois, en fait, c'était une réunion du samedi matin. Au début de Fetch, pendant quasiment un an, j'avais mis en place une réunion tous les samedis matins avec les fondateurs. Enfin, les cofondateurs, du coup. Ouais. Et alors, au début, c'était un test pour voir leur motivation aussi de se lever le samedi matin. Donc, je l'avais mis assez tôt le samedi matin. C'est un peu machiavélique, ça. Ok. Ça, c'était au début. Et en fait, c'est devenu quelque chose de régulier, ouais, jusqu'au moment où je pense on a commencé à recruter nos premiers employés, à avoir nos bureaux. Mais pendant très longtemps, en fait, c'était notamment dû au fait que j'étais le seul à temps plein les 6 premiers mois. Et petit à petit, mon associé Lou m'a rejoint de plus en plus à temps plein. Au début, il était là 1-2 jours par semaine, et à la fin de l'année, il était quasiment là tout le temps, en fait. Et là, il y a des tâches qui sont réparties, où ça va un petit peu. Ouais. J'imagine qu'au départ, tout le monde fait un petit peu de tout, mais quand même, parce qu'il y a une structure comme ça, chacun, vous rentrez pas dedans. Ça dépendait des. Bon, on s'est jamais gêné, en tout cas, ça c'est sûr. Après, ça dépendait vachement il y avait certaines tâches qui étaient en commun. Typiquement, qu'est-ce qui était en commun? Ça a été le dispatching et le service client pendant un an et demi. Donc ça, c'était quand à partir du moment où on a lancé le service, donc à faire des livraisons. Après, tu pouvais plus. Il y avait un business à faire tourner, donc ça veut dire que au tout début, c'était nous on faisait nous-mêmes les livraisons, mais ça n'a pas duré longtemps ça. Donc avec le vélo, parce que c'était des livraisons 100% à vélo. Donc il y a quelques fois où j'ai pris le vélo au début et je suis allé livrer moi-même les clients, et ça c'était vraiment les premières livraisons. Et très vite, on a eu des livreurs qui nous ont rejoints, des livreurs indépendants. Et là, du coup, notre travail sur les parties, ce qu'on appelle les shifts, donc midi et soir, pendant les livraisons, c'était de dispatcher les commandes et de gérer le service client avec les clients
ou avec les livreurs. Comment ça se faisait dès le départ où les gens ils commandaient parmi les deux, il y a pas de tech, non, j'imagine. Au début, il y a pas de tech. Au début, et même de manière historiquement, en fait, la tech a été un gros problème, notre gros. Ouais, j'imagine parce que notamment pour les investisseurs, je sais que c'est quelque chose qui est très important. C'est pas une vérité au sens standard, mais bon, en général, lorsqu'il n'y a pas un associé tech, les investisseurs ils sont souvent un petit peu dubitatifs. Non, c'est vrai, t'as complètement raison. Alors nous, il se trouve que là, on a essayé des associés tech, comme je te dis, ça s'est pas bien passé. Je n'étais pas d'accord avec leur manière de travailler, leur vision était pas forcément la même que la mienne. Et je pense que ceux qu'on avait choisi n'étaient pas assez bons pour aller où est-ce qu'on voulait aller. Parce qu'il y avait quand même, il y a toujours eu l'ambition, même si tu démarres comme toute startup tout petit, une startup n'est pas une TPE, elle démarre petit, mais la vocation est énorme. Mais là, les gens, comment ils passent commande alors? Je veux dire, c'est en gros pas de ça. Ouais, si tu veux vraiment reparler des débuts, les premières livraisons, c'est un Strikingly, donc un des sites, un espèce de web builder, on va dire, assez connu. Mais ils font juste des landing pages. Ouais, c'était landing page. C'est pas un vrai site. C'était pas un vrai site, c'était landing page avec des PDF que j'avais créés, que j'avais intégrés. Ah, qui étaient associés comme ça, avec un groupe Google Forms, avec Facebook, Zapier en fait. et tout. Ouais, c'était même pas la première version. Attends, j'étais loin de Zapier sur la première version. Je sais pas si je connaissais sur la V1, genre j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas c'était très limité, on va dire, en fonctionnalité, il y en avait pas. Ça faisait le boulot, hein. Et après, la valeur qu'on devait apporter pour commencer, c'était savoir livrer des plats d'un restaurant qui ne livrait pas avant à des clients qui ne pouvaient pas se les faire livrer. Donc, et ça, on avait su faire très vite parce qu'il n'y a pas besoin de tech pour ça. Après, quand tu grossis, tu as besoin de la tech parce que pour scaler, avoir plus de visites, etc. Ça, ouais. Automatiser, c'est évident, mais pas pour commencer. C'est très intéressant. En plus, c'est une vraie leçon, ça, de pas toujours attendre d'avoir le truc parfait pour lancer le truc. Dès que tu résous déjà le problème principal où tu es en train de le résoudre, tu lances les choses et puis tu vas optimiser tout le reste au fur et à mesure. C'est ça. Et après, on a très vite quand même créé un deuxième site. Parce qu'au début, il n'y avait pas de paiement en ligne. C'est ce que les 2-3 premières semaines, c'était paiement à la livraison. Ouais, j'imagine que c'était une grosse problématique, ça. On était à l'ancienne comme des livreurs, je sais pas, des Pizza Hut ou autres qui ont leur livreur qui ont une espèce de banane et qui livrent. C'est ça, les livreurs. Et nous, on était un peu on avait démarré à l'ancienne. Et en fait, au bout de 2-3 semaines, on a un pote qui nous a fait un WordPress qu'on a travaillé aussi avec lui dessus. Et on a très vite intégré différents outils à droite à gauche pour là il y avait les boutons, peut-être un Stripe, exactement, avec leur super commission assez cher Stripe. Mais bon, c'est un bel outil, enfin un beau service. Et aussi il intègre un outil de dispatching des commandes aussi qu'on avait plugué sur le site. Enfin on a commencé à structurer un peu la tech, mais tout en ayant toujours en ayant des briques extérieures sur des choses importantes quand même. Ouais, même si ça peut être problématique des fois avec des bugs et tout, mais bon. Mais voilà, ça on pourra en parler si tu veux qu'on aille plus loin dans la boîte, mais ça nous a joué des tours, on va dire, plus tard dans l'histoire de la boîte. Ouais, j'imagine. Moi, c'est un truc sur lequel je voudrais qu'on revienne plus tard et ça m'a beaucoup bouleversé en fait. On va revenir dessus, mais quand je creusais, surtout, comme on l'a pas dit, t'écris beaucoup. J'ai d'abord lu, parce que je commence toujours lorsque je cherche un truc sur quelqu'un, j'aime bien aller vers la jeunesse, j'aime pas les dernières nouvelles, je préfère commencer par le départ, histoire d'avoir un petit peu la psychologie globale de la personne. Je tombe sur l'article là où c'est écrit Fetch Farm. Et là, j'étais complètement bouleversé. Après, je revois plutôt le truc, le Phoenix et tout. C'est un film. Hein. Ouais, c'est un film, c'était trop. On va revenir dessus. J'avais pas répondu à ta question sur la répartition avec mon associé. Ouais. Donc je te disais, donc certaines tâches comme celle du dispatching, on l'a fait ensemble. Les tâches de galérien, on les a fait ensemble, on va dire. Et les tâches plus intellectuel, c'est un grand terme, mais en tout cas tout ce qui est marketing, commercial, financier, etc. Là, on a une répartition assez claire. Au début, moi, j'étais plus sur le commercial et le marketing. Et tout de suite, moi, en fait, ça a été dit dans les réunions que j'étais le CEO de la boîte, donc j'avais aussi toutes les fonctions. Alors au début, c'est quelque chose qui est clair dès le départ, comme ça, où il y a des discussions, il y a plusieurs écoles, surtout au niveau des répartitions, même au niveau des pourcentages. Ouais, c'était plutôt clair. Alors ça, le pourcentage, on l'avait fait dans une des réunions de samedi matin. C'est moi qui avais proposé une répartition, et elle a été acceptée. Elle a été acceptée, je crois. Enfin, il y a peut-être eu quelques points de négo, mais en gros, ça a été accepté à la fin du meeting. On était d'accord. Et sur le poste de CEO, ouais, c'est important. Alors nous, c'était très simple. Moi, je pense que c'est quelque chose c'est des questions de personnalité aussi. Moi, ça fitait plus, je pense, à
à ce que je voulais, à ma personnalité par rapport à mes associés à ce moment-là. Et par contre, ouais, c'est vrai que si on sort de mon histoire à moi, c'est que globalement, c'est un sujet des fois qui est un peu tabou entre les cofondateurs au début. Et moi, du coup, quand je fais des... Au-delà du fait que ce soit tabou, c'est quelque chose auquel ils pensent même pas dès le départ à le régler, vu qu'il y a tellement à faire, ils ont les mains dans le cambouis, ils pensent pas forcément. Et au moment, peut-être le truc explose, ils se rendent compte, peut-être par exemple le point du pacte des associés, ce genre de détails n'est pas réglé, ça crée... parfois, ils peuvent planter tout ce qu'ils ont travaillé juste pour des problèmes légaux. T'as peut-être raison, ouais, c'est vrai. Moi, dans la tête, c'était plus qu'ils osaient pas trop en parler, mais t'as peut-être raison. C'est peut-être juste qu'en fait, ils sont très très focus sur leur business, et du coup, c'est un sujet qu'ils rejettent un peu à plus tard. À mon avis, c'est la vérité un peu trop problématique. Elle est un peu au milieu, la vérité, à mon avis. Ouais. Il y aura un peu des deux. Mais en tout cas, donc Lou, il a en fait pour son rôle, lui, il était CFO à partir du moment où on a eu des employés. Et c'est lui qui a géré même la partie financière très tôt. Moi, je suis très mauvais. Alors, j'ai fait des études de compta, mais c'est du fake complet. Je suis pas du tout bon en compta. Donc, il gère la partie financière et tout ce que ça englobe, qui était très importante dans notre business. Et plus la boîte a avancé sur les années d'après, et après, il est progressivement passé sur un poste de CEO, donc en directeur opérationnel, qui m'a pris petit à petit, parce que moi, après, je me suis vraiment concentré sur des activités de plus en plus moyen, long terme et plus stratégiques. Et le classique, quand tu grossis de toute façon, et lui, il est passé plus sur des choses plus opérationnelles au jour le jour. Et c'est quoi le service de fête? Les cartes de restaurants sont dispo sur les sites, les gens ils commandent directement chez vous, vous êtes juste comme ça à l'intermédiaire, c'est quoi comme marketplace? Ils commandent, t'as tous les plats, toutes les cartes des restaurants qui sont référencés sur notre site. Donc tu choisis de faire comme Deliveroo Uber Eats, tu choisis ton restaurant, tu fais tes choix. Tu peux commander que dans un seul restaurant en même temps, parce que sinon ça rend la complexité logistique qui a pas été résolue encore, à ce que je sache. Et après, les gens payent directement en ligne, donc ils ont le montant de la commande plus les frais de livraison. Nous, c'était 3,50 €, les frais de livraison. Et après, la commande part chez le restaurant, elle part chez nous, enfin, elle arrive chez nous et on l'envoie au livreur. Et le livreur va au restaurant et l'amène chez toi. Les gens n'ont généralement pas assez de distance par rapport à ce type de business qui est assez complexe, parce que là, c'est un système de marketplace là où tu as les restaurateurs, d'une part, il y a le site, il y a les livreurs, et c'est chaud quand même niveau communication pour s'assurer que lorsque la personne commande son truc, que ça arrive au temps qui est explicité sur le site, par exemple. Ouais, ça entraîne plein de problèmes de combien il faut de livreurs pour la soirée ou pour l'après-midi. Comment toi t'as géré ça? Tu gères en fait, tu te rates et t'apprends et tu itères en fait, quoi. Donc il faut savoir que de toute façon, il faut imaginer ça comme un triangle, donc avec les clients, les restaurateurs et les livreurs. Et à chaque fois que tu bouges un petit peu ce triangle, qui a pas une forme très mathématique, pas très stable, on va dire, il y a quelqu'un qui est pas content. Donc c'est très subtil en fait. Il faut réussir à trouver le meilleur le meilleur compromis entre ces trois parties. Sachant qu'après c'est le choix de chacun. Là, il y a certains services. Moi, je considère aujourd'hui que la food delivery est partie dans quelque chose qui est autre que moi que moi j'avais en tête, parce que le livreur est quand même clair dans le triangle. Le livreur est pas très bien placé, on va dire, dans ce triangle aujourd'hui. Chose que nous on a toujours essayé de faire au mieux. C'était qui justement, en parlant du livreur, c'est qui le livreur? Le livreur, c'est un étudiant lambda qui. Ouais, c'était un sportif qui fait souvent du sport et pas mal au début, notamment du vélo ou du fixie. Et c'était des gens en fait qui venaient faire un complément de revenu tout en faisant du sport. C'était vraiment la mentalité du livreur, et c'était souvent quelqu'un qui avait entre 18 et 25 ans. On avait très peu de livreurs de plus de 25 ans. Et du coup, c'était un des jobs, sur cette vision-là, je trouve que c'est un des jobs là, étudiants. Mon frère était livreur, et plein d'amis ou d'amis de mon frère pendant des années. Et quand t'es étudiant, en tout cas, ils y trouvaient plus leur compte qu'à travailler au McDo ou d'autres, un peu d'autres exemples, à la caisse quelque part, ou j'en sais rien. Après, là où c'est parti, où les dérives aujourd'hui, c'est vu forcément le modèle économique est difficile à rendre rentable, les prix sont tirés vers le bas vis-à-vis des livreurs, et maintenant les livreurs en fait, ils faisaient leur sport, ils gagnaient même pas mal d'argent en faisant des livraisons, vu qu'ils voient les livreurs étudiants, ils voient qu'ils gagnent moins maintenant à faire du Deliveroo ou du Uber Eats. Donc ils arrêtent, le produit, c'est le livreur maintenant Non, mais la difficulté, c'est non, mais en fait, si tu t'en fous du livreur et que de toute façon t'as toujours des livreurs, t'as pas besoin de te prendre la tête là-dessus, et tu prends n'importe qui dans la rue qui veut faire des livraisons, et après la qualité sera plus ou moins bonne selon ton recrutement. Mais en tout cas, ouais, c'est clair, on peut voir, il y a plus du tout la même typologie de livreur entre 2015-2016
que nous, on n'était pas les seuls. Il y avait Take It Easy aussi qui avait cette manière de faire. Nous, on avait cette politique interne qui avait essayé un peu de prendre à une époque, notamment Deliveroo. Mais maintenant c'est la jungle. Maintenant clairement les livreurs, il y a même je sais même pas comment ça se passe derrière, mais tout le monde peut devenir livreur. Il y a plus de recrutement. Enfin il y a plus de sélection. Il y a plus d'étudiants. Maintenant c'est vraiment des gens qui sont, c'est plus triste en fait. C'est des gens qui sont des fois dans la difficulté, qui ont vraiment besoin d'argent et qui viennent et en fait ils passent leur journée à livrer. Pour un vrai besoin financier. Alors que nous, nos livreurs, je dis pas que certains n'avaient pas de besoin, ils devaient payer leur loyer pour certains et avoir un peu d'argent à côté de leurs études. Mais c'était plus sain, je trouvais, dans l'approche, d'avoir des gens qui dépendaient pas à la vie à la mort en tout cas financièrement, ils dépendaient pas que de Fetch. Et voilà, donc ça c'est juste une aparté sur le marché de la food delivery. Tu te souviens de ton premier client? Ouais, c'est moi qui avais livré. C'était en 2015, donc l'été, il devait faire genre 35 degrés, quelque chose comme ça, peut-être 40. Enfin, il faisait chaud. J'avais un casque en plus, donc il faisait encore plus chaud. Et elle avait commandé à l'époque, on avait très peu de restos pour commencer. Elle avait commandé un sandwich spécialité montagnard. Donc imagine ça en plein été. Donc c'était vraiment la commande pour. Ça se conserve ça Non, faut le manger. C'est un sandwich, faut le manger. C'est un sandwich chaud, faut le manger tout de suite. C'est très bon, mais j'en mange pas. C'est pas un endroit où je vais en juillet ou en août quoi. Et je pense qu'elle a commandé plus par sympathie pour nous et parce qu'elle était fan de ce nouveau service qui se lançait. Plutôt que surtout par. En région, c'était pas habituel. Ah si, c'est un truc qui marche bien ça. Mais disons que les gens commandent plus ça normalement entre septembre et mars quoi. Non, j'ai parlé plus par rapport au fait que le système n'était pas encore mainstream en région. Ça n'existe pas en fait. Faut se rendre compte que quand on le lance, t'as à peine Deliveroo et Take It Easy qui viennent de débarquer à Paris. Donc en fait, ils ont Nancy, parce que après on a fait d'autres villes, mais c'était la première ville. Pour une fois, ils ont eu la chance d'avoir le service en même temps, on va dire, que Paris quoi. Ce qui est assez rare. Même si c'était un truc parallèle. Donc ils nous prenaient ils nous voyaient débarquer avec nos sacs orange. Moi j'ai toujours qu'on m'a jamais entre guillemets autant maté dans la rue que le jour où j'avais le sac. T'es très connu sur Nancy. Quand t'arrives sur Nancy, il y a des gens qui c'est le mec de fête. Bah connu c'est un grand mot, mais disons que à l'époque vis-à-vis des livreurs et des restaurateurs, on était connus, donc il y avait beaucoup de livreurs qui tournaient si on va plus loin sur la boîte année 2016, 2017, 2018, bah c'était des dizaines de livreurs, voire des centaines de livreurs qu'on avait rien qu'à Nancy. Donc oui, il y avait beaucoup de mecs qui nous connaissaient. Quand je dis mec, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de filles dans la livraison, malheureusement, je sais pas, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais on avait très peu de filles qui postulaient. Et donc connu c'est un grand mot, mais disons que ça pouvait être un peu embêtant des fois, même je dis ça fait vraiment star de dire ça, mais même quand je sortais avec ma copine de l'époque, des fois genre le week-end c'était un peu compliqué quoi, parce que il y avait toujours un livreur qui venait dire bonjour. Alors individuellement il n'y a pas de souci, mais c'est collectivement en fait le fait que tous les 10 minutes, même les 2 minutes des fois t'as quelqu'un qui vient juste te dire bonjour 20 secondes, mais en fait c'est chiant surtout pour la personne pour la personne qui est avec toi encore plus quoi, qui vient pas sortir le samedi soir pour se faire arrêter. Si on serait sorti avec un acteur de cinéma et voilà quoi, plutôt que quelqu'un qui monte une start-up. Ok. Le site t'as dit que vous êtes parti sur un WordPress après, ça met combien de temps? C'est un truc ça s'est fait en parallèle, tout se faisait un peu, les versions successives, j'ai plus les dates exactes, mais disons que dès qu'on a vu que le Strikingly était bien pour lancer, mais qu'il faisait pas le taf, on va dire, il manquait plein de choses, il y avait rien, tu l'as dit, landing page. Donc on a fait quand même un WordPress avec intégration diverses et variées. Et donc ça on a dû avoir, au bout de un mois, 2 mois, on avait quelque chose d'opérationnel. Et après, on a eu plein de versions successives. Et si tu projettes plus loin, Fetch, on a fait des choix techniques à un moment donc t'as pu lire l'article notamment qui expliquait les difficultés en 2017, 2018, enfin surtout 2018. Mais il faut noter qu'avant ça, quand même, il y a une croissance fulgurante, quoi. Ah oui, Fetch. C'est peut-être entre guillemets cette croissance qui est aussi entre guillemets. Elle a joué forcément, même si c'était pas de l'hyper croissance. C'est une boîte qui est passée de rien du tout en 2015 en 2016, elle a dû faire, je sais plus les chiffres exacts, mais ça devait être 300 000 euros, quasiment 1,5 million en 2017, je dirais, et en montait vers les 5-6 millions, même plus, 4-5 peut-être. Enfin, c'était plus même 5-6 sur le run, parce qu'il y avait l'hiver l'hiver est toujours plus fort que l'été, donc ça allait encore monter. Mais on avait un run assez fort.
Et donc oui, une boîte qui avait, en fait, on a vécu la croissance à 20-30%, la fameuse, tous les mois pendant quasiment toute la boîte, on va dire, sauf à partir de 2018. Et on a eu les 6 mois de 2018. Ça se voit pas direct. Bon, voilà, les gens, peut-être, ils réalisent pas assez, mais 20-30% par mois, c'est genre, ce mois, si t'as, peut-être 10, le mois d'après 13, le mois d'après 16, au fur et à mesure, ça devient... Quand c'est 10, c'est pas impressionnant, mais quand tu fais 10 000... Mais quand tu regardes ça sur 7, 8 mois, 1 an, ça devient chaud quand même. Et après, oui, c'est vrai qu'on a globalement, sur la partie opérationnelle et croissance, on a vraiment une belle trajectoire. On a ouvert des villes, après, exponentielle. On a ouvert 7 villes. Il y avait 7 villes, en fait. On a fait Nancy, Metz, mais après, on a été à Dijon, à Reims, à Clermont-Ferrand et aussi à Le Havre et Caen. Et on pouvait en ouvrir beaucoup plus. Après, l'histoire a fait que on avait un mauvais timing. Les levées de fonds, on était toujours un peu hors timing. Il y a une première levée d'abord, non, j'imagine, avant, notamment pour ouvrir la deuxième ville après Nancy. Oui, on a levé à ce moment-là, la première, un petit tour avec banque et business angel, on a dû récupérer entre 100 et 150 000 euros. Et après, on a fait rapidement une deuxième, 6 mois après, entre 600 et 700 000 euros. Et après, on a encore récupéré 800 000 avec un mélange de BPI et de banque aussi. En fait, on avait un accès alors qui est pas forcément sain d'ailleurs, mais un accès aux banques assez important. Pour diverses raisons, notamment le fait que les banques voulaient beaucoup se positionner sur les startups. Et il se trouve qu'à Nancy, voire même en Lorraine, on était, je pense, c'est même sûr, on était la plus connue. En tout cas, il y en avait d'autres, mais on était la plus connue parce qu'on fonctionnait et on était B2C avec des mecs que tu vois dans la rue tourner tous les jours. Donc, tu pouvais pas nous louper, en plus en orange. Donc tu voyais que ça. Donc forcément très connu. Donc je pense que ça facilitait les deals locaux avec des partenaires financiers, business angel et autres. Mais on avait l'histoire de Fetch fait que en fait commencer en 2015 c'était tôt, mais c'était un peu trop tard déjà en fait. Mais ça tu t'en rends pas compte quand t'as 23 ans, tu commences à battre. On a loupé un peu le wagon. Il aurait fallu commencer en 2013-2014 et bénéficier de toute la hype qu'il y a eu entre 2014 et 2016 avant la fermeture de Take It Easy. Et en fait, il y a eu deux choses importantes pour moi, c'est mon analyse personnelle. Dans la Food Delivery, il y a eu de la fermeture de Take It Easy en 2016, qui était un concurrent belge qui avait fait une très belle percée, notamment en France. Ça a dû un petit peu intimider les investisseurs de la food tech. Investisseurs et aussi opinion publique, journalistes notamment. Opinion publique. Qui ont commencé à critiquer la food tech et et pointer du doigt les mauvais côtés selon eux, donc notamment l'ubérisation, les livreurs, etc. Alors qu'avant c'était le service très pratique, tu peux te faire livrer en 2 clics et en 20 minutes. Et on est passé de super cool à on ne veut plus y toucher. Et à côté de ça, t'avais Deliveroo, Foodora et Uber Eats qui commençait à faire. Alors Uber Eats c'est pas des levées de fonds, mais on voyait qu'Uber j'intais beaucoup d'argent. Mais ils avaient déjà Foodora, c'était des centaines de millions. À l'époque, Foodora qui d'Allemagne, qui a été qui a repris par Rocket Internet, et Deliveroo qui attaque. Rocket Internet, notamment, on peut peut-être dire qui c'est. Je crois que c'est 2 frères qui. Ouais, alors je retiens jamais leur nom. Pourtant, ils sont hyper connus, mais c'est 2 frères. On duplique à chaque fois. Je crois qu'ils en ont fait un truc comme ça pour Airbnb. Il y a ils revendent parfois même à ces mêmes boîtes. C'est duplicata de boîtes qu'ils copient, quoi. Exactement. Et nous par rapport à ça, donc on arrivait un peu tard, je pense, sur le marché. Mais en fait, malgré ça, on avait quand même de la croissance tout le temps. Et ça c'est facile. C'est une analyse a posteriori. Quand t'es dedans, c'est plus difficile d'analyser que t'as peut-être commencé la boîte un an et demi trop tard. Mais voilà, comme t'as pu le voir, donc la boîte a grossi, on a ouvert des villes, donc on a pris énormément de choses. On est monté à 30 employés, quasi à 30 employés avec les stagiaires. On devait être à 28-29, je pense, peut-être 30 même à un moment. Et voilà, une boîte qui en fait a été impactée fortement en 2018 par c'est mes choix, parce que c'est moi le CEO, mais les choix techniques. On a pris un prestataire. Alors déjà, quand tu construis une phrase, ça veut dire j'ai pris un prestataire. Dans la technique, souvent ça finit mal les trucs. Donc je sais pas si je continue du coup, mais vous voyez un peu la fin déjà. Mais du coup, le fameux le truc qui sort jamais. On te dit prends tes responsabilités, c'est toi le chef. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était mon choix. On a pris ce prestataire qui s'est mal passé.
en termes de délai, en termes de relation sur la phase où il y a eu du retard. Et du coup, ça a été. Moi, je me demande, tu penses que si le prestataire avait livré à temps, ça devait, malgré les autres facteurs qu'on a cités, la fermeture du Tech Easy ou les articles, les mauvais articles de journaux, tu penses que ça aurait pu avoir un autre impact par rapport à ça? Je pense qu'on aurait pu la vendre beaucoup plus cher, la boîte. Disons que vu le chiffre d'affaires qu'on faisait et surtout les chiffres, l'impact qui était moins grand que ce qu'on pensait d'un Deliveroo notamment. On arrivait vraiment à faire de la croissance sur nos villes, enfin on avançait quoi, globalement ça, Fetch faisait quand même de la croissance. Donc il y aurait deux choses, je dirais, il y a eu ça, c'était très très négatif de notre capacité à continuer à croître et à vendre bien la boîte. Et l'autre chose, c'était le partenariat d'Uber avec Uber Eats en l'occurrence, avec Deliveroo, pas Deliveroo avec McDo, pardon. Et le partenariat a fait beaucoup de mal parce que Uber Eats s'est mis à ouvrir toutes les villes très très vite. Parce que McDo il est partout. Oui, il est partout. Donc il a dit même les villes de 50 000 habitants, vous y allez. Quoi. Partout, tu vas au fin fond du trou de Montreux, ils sont partout. Ils sont partout. Ils ont ouvert, du coup Uber Eats a ouvert en France, mais je pense dans tous les pays, énormément de villes en 12-15 mois. À l'époque, c'était en 2017. Et ça a eu un impact parce que Uber Eats, autant Deliveroo est pas hyper méchant, on va dire, dans sa manière d'attaquer les petites villes. C'était pas forcément leur priorité. Mais Uber Eats, par contre, ils sont très très agressifs sur les promotions, sur la manière de recruter les livreurs. Même pour les livreurs, quoi. C'est genre, gagner 5000 balles, 4000 balles par an. Avec des garanties. Donc, dès qu'il y a la moindre goutte de pluie, ce soir, c'est 100 € garantie si vous sortez de chez vous. Non, mais c'est des trucs comme ça. Donc, ils reçoivent des push notifications, les livreurs. Et du coup, il y a beaucoup de livreurs qui se sont mis à faire les deux services, soit Fetch Uber Eats, soit Deliveroo Uber Eats. Et en fait, Uber Eats leur donnait une flexibilité qui était cool parce que ils avaient juste à se connecter. Il n'y a pas de planning chez Uber Eats. En tout cas, à l'époque, il n'y en avait pas. Et du coup, tu pouvais juste te connecter et faire des commandes. Alors que chez Deliveroo et Fetch, c'était un système de planning. Et donc, le système de planning, c'est que si t'es pas dans le planning, bah, tu shiftes pas. Alors que Uber, tu peux shifter quand tu veux. Toute la journée. Donc, ça crée, en fait, une espèce d'addiction. En fait, il suffit, ça dépend que toi. Tu te mets en on sur l'appli et tu peux commencer à faire du cash. Et du coup, à sortir ton vélo et à pédaler, quoi. Donc c'est un autre mindset. Et je sais que au fur et à mesure vous avez commencé vous étiez quelque part obligé de fermer certaines villes pour vous concentrer sur les deux principales villes où vous étiez déjà rentable, en l'occurrence ta ville natale Nancy et Metz. Metz, ouais. Si, on a essayé, c'est un peu long à expliquer aussi, mais on a essayé de restructurer l'été dernier la boîte après un rachat qui a été avorté. On n'est pas passé loin d'un rachat intéressant avec un concurrent. Et après j'ai essayé avec mon associé de restructurer. On a dû là c'était compliqué, on a dû licencier la moitié de la boîte, la moitié de l'effectif en une journée. Ça c'était très très dur. Ouais, c'est jamais simple. Après les gens étaient au courant qu'il y avait des difficultés à ce moment-là, donc certains s'en doutaient fortement de ce qui allait se passer, mais c'est quand même des gens que t'as mis du temps à recruter déjà. Et après t'as créé des relations avec ces gens-là. Là, c'est une espèce de petite famille, on va dire, une entreprise, donc ou une grande famille plutôt. Donc c'était assez compliqué. Et après, finalement, on a trouvé, comme t'as pu lire dans les articles, une porte de sortie. Vraiment à la toute dernière minute avec. Mais avant ça, parce que t'as annoncé la fermeture, est-ce que c'était officiellement fermé ou c'était juste sur les médias c'était fermé, mais sur la partie administrative qui était encore en plein dedans en fait? La boîte était pas morte, mais j'ai décidé d'arrêter le service. Juste le service était arrêté, mais du point de vue administratif. La boîte existait encore à ce moment-là, quoi. Ah ok. Il fallait trouver une solution. Et du coup, on a réussi à trouver une solution avec Geopost et Restoin, dont je te parlais au tout début quand on a commencé à parler de Fetch. Pratiquement un mois après, parce que lorsque je tombe sur l'article le retour du Phoenix, j'ai le cœur qui c'est même pas en vrai, c'est parce que je savais même pas en fait, je savais pas, je savais juste que la boîte avait été vendue et puis je lisais étape par étape, mais je dis mais comment il a fermé et puis la boîte est rapprochée, je lis l'article et puis j'étais bouleversé, je dis c'est pas possible. Et puis je remonte, je vois le retour du Phoenix, je dis waouh. Comment à la dernière minute comme ça, il y a un truc qui... Entre l'écriture de l'article et l'accord qu'on a eu avec Restoin, il y a eu une semaine. En fait, ça s'est fait très vite. Mais il y a eu 5 jours en l'occurrence même. 5 jours. Parce que non, je parlais du deuxième article. Le deuxième est sorti 2 semaines, 3 semaines après, mais c'est qu'on a relancé le service. C'est-à-dire que le site était déjà relancé. Mais il y a eu une coupure de 2 semaines ou 3 semaines. Mais la session, elle s'est fait en 5-6 jours.
Mais comment est-ce que ça s'est fait? Parce que là, j'imagine que là, avec un truc qui est en train de mourir comme ça, il y a très peu de personnes qui veulent forcément mettre. Ouais, après, ça n'a pas été racheté à un grand montant, mais après, je peux pas rentrer dans tous les détails. C'est ceux qui ont fait ça de leur côté. Et après, moi, j'en suis sorti 2 mois après. Mais ça s'est fait parce que j'ai pris le téléphone et puis les gens qui m'ont contacté, puis on a passé des heures et des heures avec. Sont eux qui viennent vers toi ou c'est toi qui creuses? Suite à l'article, en fait. En fait, j'ai eu 7-8 boîtes, peut-être même plus, qui m'ont contacté pour diverses raisons de rachat plus ou moins. Et je suis certain que c'était pas calculé, c'était une annonce, tu n'imaginais pas. Ouais, je me dis qu'il peut se passer un truc, je me doute bien qu'il va être assez lu l'article. Et je me dis, dans le pire des cas, au moins on a bien expliqué ce qui s'est passé. Et on passe pas pour des guignols, pas pour dire qu'on a craché la boîte en étant avec des airs de jeunesse, je sais pas quoi. J'avais surtout envie l'énième startup qui se crache en ayant brûlé ses ailes parce qu'elle voulait aller trop vite. Ça, c'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais expliquer vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Et dans le meilleur des cas, on trouverait une solution cool. Donc là, on n'a pas eu le meilleur des cas non plus parce que le rachat est pas le deal est pas non plus fou, mais au moins on a pu trouver une porte de sortie qui a été. Ouais, ne serait-ce pour ceux qui étaient encore certains en poste, parce que dans l'article tu disais il y en a qui ont été recrutés directement par. Alors finalement tout le monde n'est pas resté. C'était plus parce que eux voulaient pas forcément rester dans la structure qui rachetait. Mais ils pouvaient rester en tout cas. Enfin, en tout cas, on a mis les possibilités. Il y avait la possibilité quoi. Donc voilà et. Ça fait une très belle transition par rapport à la suite vu que. La communication, c'est quelque chose que tu maîtrises très bien. Tu es visible sur les réseaux comme LinkedIn. Tu écris beaucoup sur Medium. C'est justement grâce au dernier article que tu as eu des potentiels investisseurs qui t'ont proposé des deals malgré le fait que ça avait l'air, entre guillemets, d'être complètement terminé. Est-ce que ces réseaux t'apportent du business? Du moins, déjà avec le rachat, ça répond partiellement à ça. Ou c'est une visibilité potentielle par rapport aux investisseurs. C'est quoi ta stratégie par rapport à la communication, notamment sur LinkedIn et Medium? Moi, ça part cette envie de partager, ça part déjà du poker même. En fait, j'avais créé un blog quand j'avais 17 ans où j'expliquais un petit peu ce que je faisais je partageais un peu mes retours d'expérience dans le poker, très jeune. Et après, dans l'entrepreneuriat, ça m'a servi, en fait, ça m'a toujours servi pour 2 choses. C'est le classique, mais c'est ce que j'apprends, ce que je lis, ce que je fais, c'est le remettre en format écrit. Ça me permet de structurer et de structurer ma pensée, de voir si j'ai bien compris ou pas un concept. Ça, c'est très classique. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'enseigner. En fait, c'est assez courant que les gens disent ça. Et l'autre chose, c'est que j'aime bien, sur le côté enseignement, j'aime bien le fait de pouvoir transmettre. En fait, c'est un effet de levier qui est incroyable. En fait, en écrivant un article ou en faisant un post, à partir du moment où on a l'audience qui grossit, en fait, on a un impact qui est beaucoup plus fort. Enfin, plus fort. Moins fort individuellement, mais plus fort. En tout cas, on touche plus de monde que faire des rendez-vous en face à face. Et aussi, la troisième chose, j'en rajoute une, en fait, c'est, je suis quelqu'un qui est assez, je pense que je suis du côté introverti. Je suis pas forcément aller dans les événements, aller vers les gens. Je préfère qu'ils viennent me parler. Et du coup, un des moyens qu'ils viennent me parler, en fait, c'est de faire des trucs qui leur donnent envie de venir me parler. Ça peut être des boîtes, ça peut comme, tu m'as contacté, ça crée une rencontre. Ça peut être des articles, ça peut être des podcasts. Enfin voilà, j'aime bien créer des choses parce que ça. C'est vrai qu'on l'a pas dit dès le départ. On a parlé, mais pas clairement. Tu animes actuellement un podcast, mais on va revenir lorsqu'on va parler de Ticket First Capital. Mais avant, il y avait un autre podcast que moi, personnellement, j'ai beaucoup adoré. Même si je comprends que c'était un changement stratégique, mais moi, j'ai beaucoup adoré. En fait, le deuxième podcast, il est niché, il reste très intéressant, technique. Après, c'est sûr que ça intéresse moins de monde. Enfin, en tout cas, c'est moins large. Mais ça a sa place de toutes les façons, surtout par rapport à la stratégie qu'il y a derrière. On va revenir dessus. Dans un post sur LinkedIn, tu disais que c'est la première année que 2019 notamment, que tu lisais autant de non-fiction. J'ai été surpris de t'entendre parler sur un épisode aussi, sur ton ancien podcast, Conversation avec Isheka, de Sylvain Tesson.
Ouais, c'est un auteur que moi j'adore et justement j'ai le concept de mon podcast aussi, j'offre des bouquins à chacun de mes invités et justement j'ai offert son bouquin Dans les forêts de Sibérie à quelqu'un qui est passé sur le podcast, Florian Mancam notamment. C'est génial Dans les forêts de Sibérie. Petit placement de produit, allez écouter l'épisode avec avec Florian, c'est quelqu'un, c'est une belle personnalité et il partage beaucoup de valeurs. Donc les bouquins, est-ce que les bouquins business te saoulent? Pourquoi est-ce que pourquoi c'est J'ai eu des phases. C'est quand j'ai commencé en 2013-2014 l'entrepreneuriat, je partais tellement de zéro qu'il fallait que je les lise. Donc je lisais un peu tout ce qui me passait devant moi. Plus j'ai avancé dans ma progression, plus c'est des choses plus techniques ou plus précises que je dois apprendre. Par exemple, quand j'ai commencé à recruter, j'ai lu le bouquin de référence sur le recrutement. Quand j'avais des problèmes au management, j'ai lu The High Output Management de Andy Grove, j'ai lu The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz. Enfin, c'était plus ciblé. Et du coup, ça m'a donné... Mais quand même, la lecture de ces livres business m'a redonné l'envie de lire, chose que j'avais perdue entre 18 et 22 ans où je lisais beaucoup moins. Alors que je lisais plus quand j'étais mineur. Et petit à petit, en fait, j'ai continué à vouloir lire et j'ai créé de la place pour des romans, pour des bouquins de philo, pour des biographies. Il y a aussi un très joli, puis je vais mettre tous ces liens, les gens ils doivent aller. Il faut que les gens ils aillent consulter un petit peu l'ancien podcast. C'est vraiment, j'espère que peut-être dans tout ce que tu fais, tu pourras avoir le temps de reprendre peut-être ce format de podcast là. Il y a un joli épisode avec Saïd. Ouais, avec Saïd où on parle de philosophie là. Ah, oui. Moi personnellement, c'est pas quelque chose qui m'intéressait, mais juste d'entendre Saïd parler, il m'a donné envie. Il y a une autre notion en fait fondamentale que on nous disait pas forcément. Saïd, il le dit très bien dans le cours, dans l'épisode aussi. Il suffit d'une rencontre. Si tu ne tombes pas sur la personne qui t'insuffle ce truc-là, tu vas pas forcément t'y intéresser. C'était un professeur qui avait justement, il en parle. Son mentor il a influé sur tout le parcours, tout ce qui est venu après en fait. Pourtant, il a dit, il a eu le bac, il a eu avec 7 en philo. En philo, ouais, mais alors moi, c'est marrant, moi j'adore Montaigne. Mais pourtant, au bac français, donc à 17 ans, je suis tombé sur Montaigne et j'ai détesté parce que j'ai dû avoir 8 ou 9 sur 20. et j'avais pas du tout suivi. Et si on m'avait dit que 5-6 ans plus tard, j'allais commencer à m'intéresser aux essais de Montaigne par moi-même. Mais là, je crois que c'est toujours avec sur le même épisode, tu t'as acheté des collections de bouquins axés philo. J'achète beaucoup de livres. J'ai autant sur Kindle et des livres papier. Mais en vrai, je m'intéresse vraiment à beaucoup de sujets. Alors des fois peut-être un peu trop, j'aurais peut-être plus poussé sur certains thèmes, mais je passe vraiment du coq à l'âne dans la littérature. Et maintenant je lis. L'année dernière c'était 66 livres que j'ai lus. Et là cette année, je pense que je vais être entre. T'as déjà plus de 50 de toutes les façons dans la dernière chose. Et là on a encore plus de 3 mois donc. Ouais, donc là je vais finir à 75 et 90 on va dire comme ça. Mais je pense que j'en lirai un peu moins l'année prochaine. Parce que je vois que là j'ai une accélération de nouveau dans on va en parler, mais mes activités se sont relancées très fortement. Sachant que là j'ai eu un an plutôt avec mon arrivée à Paris. Donc en fait après, si on reprend l'histoire, après fête, je débarque à Paris. C'était ma volonté parce que j'avais une question justement qui n'a rien à voir avec, désolé de te couper vas-y. À la fin du truc justement de l'article, quand tu parlais de tes nouveaux projets, t'as écrit notamment que en plus tu cherches un appart au milieu de Paris. C'est par ce biais que t'as eu cet appartement. Alors, pas exactement, mais l'histoire était, enfin je sais que les gens ils vont pas m'aimer si je dis ça, mais parce que c'est galère de trouver à Paris, mais en fait j'ai pas cherché mon appartement. En fait c'est dans un rendez-vous avec un entrepreneur ami. Il m'a proposé en fait en fait il avait un appartement qui se trouve qui mettait en location à ce moment-là, il venait faire les travaux. Quoi, tout est neuf dans l'appart. Et en fait il m'a proposé l'appartement, il m'a dit va le visiter tout de suite, dis-moi ce soir ou demain si tu le prends et il est à toi directement. Et donc en fait j'ai fait une visite, c'est l'appartement dans lequel on enregistre. Excellent. C'est toujours important de communiquer, ça fait toute la différence. Donc on va parler de Fast Ticket Capital. Est-ce que lorsque tu quittes Nancy, après la vente de ta boîte, tu as des idées
plus ou moins clair de ce que tu as envie de lancer, ou c'était vraiment genre une année sabbatique où tu allais aller chercher des inspirations, notamment par exemple dans d'autres types de bouquins avant de lancer un nouveau truc? Il y a eu plusieurs phases dans les 12 derniers mois, on va dire de septembre 2017 à 2018 à septembre 2019, où on enregistre. Il y a eu la phase d'arriver à Paris, à trouver l'appartement, donc là et revoir pas mal de potes aussi de Paris, donner des news, récupérer. Enfin voilà, il y a 2-3 mois on va dire d'acclimatation à Paris et de soirées, un peu moins d'introspection. Très vite j'ai rencontré pas mal de monde pour éventuellement rejoindre une startup. Je me suis vite rendu compte que j'avais pas envie en fait de rejoindre un projet qui n'était pas le mien. Mais en parallèle, je crois que tu faisais des trucs avec The Family. Ouais, donc à parallèle de ça, j'ai eu la chance que The Family, chez qui j'étais avec Fetch, me propose d'aider les startups de The Family. Donc d'être, eux ils appellent ça part-time. En fait, tu étais incubé chez The Family. Alors The Family, on n'en a pas parlé, mais je connais The Family, je les suis depuis 2014 via YouTube. Les vidéos. Les toutes premières, alors, c'est créé en 2013, moi je les ai découvertes en 2014. Et en 2016, je rejoins The Family avec ma startup. Et en 2018, donc quand j'arrive à Paris, il me propose de passer de l'autre côté et d'aider du coup des entrepreneurs du portefeuille en fait sur des sujets très divers, plutôt quand même focus sur les opérations. Moi j'aime quand même beaucoup parler des opérations, comment structurer tes entreprises. Enfin, ton entreprise pour aller plus vite, être bien organisé, définir bien ses objectifs, bien communiquer, toutes ces choses-là. Et donc ça c'était une chose. En parallèle de ça, j'ai testé, c'est anecdotique, pendant 2 semaines, j'ai travaillé dans une ONG tech et je me suis rendu compte en fait que moi j'étais pas prêt, à travailler 8-9 heures par jour, déjà physiquement, et deuxième chose, à travailler pour un projet qui n'était pas le mien, où j'avais pas la maîtrise sur la vision globale, ouais. Donc j'ai arrêté au bout de 2 semaines. Et donc ça aurait été les 2 seules semaines de ma vie, pour l'instant en tout cas, où j'étais employé. J'avais jamais été employé, donc j'ai eu un demi-paye de employé. et après donc il y a eu une phase un peu compliquée, je vais dire décembre-janvier, donc à cheval les 2018-2019, où là j'étais vraiment, j'avais pas de projet quoi. J'avais des idées, mais j'avais un peu de la fatigue. J'avais la chance d'avoir un contre-coup, on va dire, de Fetch qui arrive tout en décembre-janvier. Et il se trouve qu'en janvier-février, après, j'ai eu l'idée de lancer Conversation avec JCK. C'était une envie. En fait, je me suis dit, tu voulais faire un podcast avant, donc c'est le moment, t'as du temps. Et donc, ça te permet d'ouvrir l'esprit et de sortir un petit peu de l'écosystème startup. Moi, j'aime bien, et je trouve ça très compliqué dans la société actuelle. Notamment comme ça que j'ai entendu parler Non. D'abord, en interview avec Mathieu Stéphanie. Ok. Génération de It Yourself. C'était tellement... J'étais stupéfait par non seulement là... quel âge tu as commencé et ce que tu avais déjà comme bagage derrière, et en écoutant encore JCK, c'est vraiment profond. C'est en plus des invités. J'ai vraiment hâte que tu reprennes, même si c'est une fois par mois. J'ai un autre ami qui milite pour ça, mais pour l'instant j'ai d'autres priorités. Je perds pas espoir. De toutes les façons, ça reste disponible encore sur les réseaux. Je suppose que c'est toujours... Je perds pas que soi. Peut-être. Bon, on verra dans le futur, okay. Mais ça reste quand même quelque chose qui me plaît, parce que justement, donc tu lances Conversation avec JCK. Parce qu'une de mes frustrations, c'est que c'est très dur de rentrer en contact, de se faire un réseau qui n'est pas de son activité principale. En l'occurrence, moi, aujourd'hui, je pense que je suis connoté quand même très start-up, entrepreneuriat et maintenant investissement. Et quand tu veux te faire des potes, je sais pas, peintre, écrivain, philosophe notamment, j'ai adoré aussi. J'ai pas retenu les noms, tu m'excuses à chaque fois. Avec Maurice par exemple. Alexandre Melnik. Mais c'était incroyable, géopoliticien. Tu l'as eu en face ou c'était? Ouais, c'était toujours, tous les épisodes ont été face à face. L'énergie avec laquelle il parlait, j'avais l'impression, il tapait pas la table. On était face à face, et Alexandre, c'est un professeur de l'ICN, de l'école de commerce de Nancy. Notamment, il fait d'autres écoles, mais c'est celle-ci où il est rattaché. Et il est incroyable. C'est quelqu'un qui a grandi dans l'ex-URSS. Il était diplomate. Comme il était dans un pays qui n'existe plus. Un pays qui n'existe plus. Voilà. Il a travaillé avec Gorbatchev. Il a écrit des textes pour Gorbatchev. Il a écrit des discours de Gorbatchev. Travailler avec lui directement. Enfin bref, c'est une histoire incroyable. Donc, vraiment incroyable. Je vais aussi mettre des liens en commentaire. Je pense que je vais mettre tous les 16 épisodes dedans. C'était vraiment très passionnant, et j'imagine qu'avec ce podcast, ça t'a permis de rencontrer ces profils avec que tu n'aurais pas forcément. C'est une bonne soupape, on va dire. Ouais. Ça m'a bien aidé. Après, ça m'a aidé notamment au début.
à réapprendre quelque chose, donc faire un podcast. Donc tout ce que tu as fait comme moi, donc à apprendre à monter un épisode, ce genre de choses, à chercher des invités, etc. Intellectuellement, ça m'a beaucoup... Enfin, moi, je pense que je suis quand même partie des gens... Enfin, j'espère que le maximum de gens soient ouverts, mais je pense que je le montre vers mon parcours, que je suis assez ouvert d'esprit. Voilà, je m'intéresse à pas mal de sujets. Ouais. Se voit dans les textes, dans les textes médiums. Ou même, enfin, je disais, les types de livres que je lis, ouais, je peux lire vraiment des choses très, très différentes. Mais donc là, c'était la continuité. Et ma frustration, encore une fois, c'est compliqué dans cette société on est vraiment dans des silos, pour des raisons aussi des fois pratiques, hein, mais c'est compliqué de rester ou de créer des rapports, on va dire, avec des gens qui ne sont pas de son industrie. Et je l'ai quand même vu, même le podcast, en fait, alors j'ai des gens avec qui je suis resté en contact, mais c'est compliqué quand même. Tu vas être à ces personnes, mais si tu gravites autour, tu rentres pas dans des industries. Et bon, c'est une aparté, je vais pas m'étendre dessus. Ouais, je vois, tu parles plus dans le sens des cases, en fait, que toi, t'es de telle case. Oui, c'est compliqué. Tu fais une startup, donc tu dois traîner dans les soirées. Être ça et être autre chose aussi, quoi. Et on le voit bien d'ailleurs avec, alors si on fait la transition avec Dans la tête d'un VC, l'autre podcast que j'ai monté depuis juin, là qui est plus niche, du coup Conversation JCK, mais qui a une beaucoup plus grosse croissance. Ça a pété, moi j'ai rien compris. Il fait beaucoup plus d'écoutes que, enfin en tout cas il fait beaucoup plus vite, il a dépassé même déjà le nombre d'écoutes que faisait en 6 épisodes, que faisait Conversation JCK. Ça y est, t'as plus de 10 000 déjà? C'est que sur l'autre podcast t'as arrêté mais en nombre, 2 000, non, je pense. Ouais, je vais monter plus vers les 18-19 000 dans l'autre, mais je donne le nombre d'écoutes par épisode. Elle monte beaucoup plus vite, et je pense que d'ici un mois j'aurais dépassé ce que je faisais avec l'ancien en beaucoup moins d'épisodes. Et ça c'est dû en fait parce que en fait les gens m'attendaient plus sur ce genre de format. Déjà mon audience initiale de médias et autres que de faire non mais c'est ça, bienvenue les clichés, que de faire d'aller parler à un écrivain ou un politique. Donc c'est plus facile pour eux s'ils s'y retrouvent plus. On le voit, le nombre de toutes les interactions que je peux avoir sont beaucoup plus récurrentes, beaucoup plus intéressantes avec ces personnes que ce que je peux avoir à la conversation avec Jessica où c'était juste l'épisode est bien. Là j'ai vraiment des retours très qualifiés, aussi bien les ajouts LinkedIn que les messages que je reçois, le contenu des messages. Je vois que les gens vraiment ils interagissent avec moi. C'est pas juste ouais c'est cool et après ils me proposent des choses. Et donc on voit c'est malheureux, mais dans cette société il faut quand même à un moment savoir comment je suis perçu et comment en fait d'un point de vue stratégique en fait je dois me positionner pour tendre vers ce que je veux. Donc moi ce que je veux aujourd'hui c'est tendre plutôt vers une casquette d'investisseurs au sens large, donc aussi bien business angel que potentiellement VC, donc venture capitalist, c'est les gens qui font c'est leur métier d'investir, en fait, ils sont dans des fonds d'investissement. Ouais. Et c'est d'où le nouveau podcast, quoi. La transition est plutôt logique, quoi. Ouais. On aura beau regretter, c'est une rencontre. En fait, tu parlais de rencontre. J'ai eu complètement ça. En fait, ça m'a changé. Je pense que mon année a changé grâce à ça. Et mes prochaines années, je pense, si je continue dans cette voie, c'est qu'en fait, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu mon mentor, on va dire, dans l'investissement, dans l'investissement startup. Et qui m'a en fait ouvert les yeux et m'a donné des perspectives potentiellement de créer un fonds dans un horizon plus moyen long terme, donc un fonds d'investissement de plusieurs dizaines de millions que j'aimerais créer. Et du coup, entre-temps, grâce à cette rencontre, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour aller vers cet objectif. Et du coup, j'ai pris la décision à ce moment-là d'arrêter la conversation avec JCK et de lancer Dans la tête d'un VC. Et de monter mon club de Business Angel, mon club deal. Donc quand on a parlé First Ticket Capital, qui à ce moment-là, il a été lancé au tout début de la semaine, là on enregistre, qui du coup est un club de Business Angel que je gère, où je recrute du coup des Business Angels et avec qui on investit dans des startups, donc en pré-seed, donc vraiment très très tôt dans l'histoire de la boîte. J'imagine d'où le nom en fait. Ouais, First Ticket, on est les premiers vraiment les premiers à investir, hormis en dehors des potes qui peuvent avoir les fondateurs ou les parents. Ouais. C'est Love Money. Love Money, ouais, exactement. Et donc nous on a vocation à investir. Donc typiquement la boîte vient de faire son MVP, elle a sa petite landing page et elle a commencé à avoir des users et quelques métriques qui montent à peine. Des petits tickets, 50 balles, 50 000 balles. Entre 50 et 200 000. Ça va être sans doute entre 50 et 200 000. Alors là, ça va encore bouger la thèse. Et là je suis sur ma version MVP on va dire pour l'instant. C'est la version vraiment de test. Et là le but des 3-4 prochains mois c'est d'affiner le modèle avec eux. Et continuer à recruter des business angels. Là, je pense que je vais faire monter à entre 25 et 40 personnes d'ici la fin de l'année. Là, j'ai 15 personnes qui investissent dans le club. Et j'aimerais qu'on fasse nos 2 premiers deals, en tout cas au moins un et certainement 2 d'ici décembre, enfin fin d'année. Et après, ça aura vocation à faire 4-8 deals par an, 4-8 investissements par an.
Est-ce que là on est dans le mode standard comme on connaît peut-être on va un peu en parler peut-être 2-3 minutes plus tard. Il y a un joli article que tu as écrit dessus par rapport à Comment fonctionnent les fonds. comment fonctionnent les fonds. Est-ce qu'on est dans un mode standard, tu as prévu un truc sur 7 ans que tu vas fermer après avec un capital Non, c'est de différent. 100 millions? La différence entre un club deal et un fonds d'investissement, c'est que le club deal, tu ne lèves pas d'argent en amont et après que tu déploies Ah, c'est à chaque fois que C'est à chaque fois, en fait, il y a un moi, truc intéressant que les gens ils sortent là. Il n'y a pas un Moi- capital qui est moi, déjà j'ai une boîte prédéfini dès le départ. qui me plaît bien. Je fais une due diligence Mhm. assez rapide. On est en précide, on n'est pas en série B ou série A. Je fais un mémo, je propose la boîte au BA. Et Mhm. après, si j'y crois, mon but c'est de convaincre un maximum de monde dans le club d'investir pour qu'on arrive à un ticket, on a un objectif de ticket, on va dire comme un crowdfunding, on va dire. Mhm. Ça pourrait s'apparenter à du crowdfunding. Et après, donc si on dit c'est 100 000, voilà, on veut mettre 100 000 dans la boîte là, faut que je trouve 100 000 parmi les business angels. Mhm. C'est ça en fait. Et donc à chaque deal, en fait, on doit monter un certain montant. Et après, moi, j'ai pas de management fees comme dans les fonds d'investissement, donc des frais qui me permettent de me payer. Mais par contre, Mais il y a pas aussi, j'ai une part des plus-values, ce qu'on appelle le carry d'intérêt, j'ai une part des plus-values potentielles que feront les business angels. Est-ce que là on a est-ce que les autres investisseurs avec toi sont considérés comme comment on dit ça, limited partners? Ouais, bah, c'est pas des limited partners, c'est plus soit tu appelles ça des business angels ou des partners directement. C'est des gens qui mettent de l'argent, en fait, directement dans les boîtes. Mhm. Ça veut dire, il y a pas de, par exemple, toi, t'es pas le general partner. Vous êtes Non. tous égaux, quoi. Vous êtes. Non, bah, alors la seule différence, c'est que moi, je suis celui qui le fondateur de First Capital et celui qui gère ces business angels. Mhm. Donc moi j'ai un rôle à part en fait. En tout cas sur les premiers, c'est pas moi qui investis mon argent directement, c'est eux qui investissent leur argent. Moi j'ai un rôle de VC. Tu es le garant. Ouais. Je suis celui qui trouve les deals. Enfin pas que moi qui trouve les deals, mais celui qui en tout cas qui propose des deals, qui les structure, qui fait la due diligence et qui après trouve l'argent. Parmi ces business angels pour qu'on investisse dans la startup. C'est intéressant, ça. C'est quelque chose qui existe déjà. Moi, j'avais jamais entendu Oui, ça parler. peut différentes formes. Moi, je l'ai fait, on va dire, j'ai fait un croisement de différents modèles. Les gens, ils sont généralement soit business angel indépendants ou ils s'associent avec d'autres personnes, 2 ou 3 personnes. Mais une structure comme ça qui manage plusieurs business angels, c'est la première fois que j'entends parler. Ça, c'est plus intéressant et plus flexible. Ouais, c'est plus flexible. Après, ça se démocratise beaucoup aux États-Unis. Je pense qu'en France, il y en a déjà, il y en aura de plus en plus dans les prochaines années. Et en fait, c'est juste le modèle du fonds d'investissement. Je pense qu'il va évoluer même dans le temps. Alors, c'est un autre sujet, ça, mais tout ça va s'entremêler et on va arriver à des modèles plus hybrides. En plus, si on parle de blockchain, il y a des modèles qui se réinventent complètement dans les financements. Ouais, je crois que ça va être beaucoup plus flexible et peut-être ça peut pallier aux problèmes. Ça sera peut-être plus on investit parce qu'un problème qui revient souvent à chaque fois avec les venture capitalistes et ils ont c'est une durée de vie peut-être sur les 7 ans ils vont investir peut-être max dans 30 startups et ils ont toute une vague de demandes à chaque fois. Ils refusent la plupart du temps ces gens par rapport à ce qu'ils ont dans les caisses. Donc j'imagine que là, avec ce modèle-là, il y a pas de limite en fait. Si les gens ils sont toujours chauds, alors après le but c'est de sélectionner quand même. C'est normal que toutes les startups soient pas financées aussi. Ça c'est quand même. Non mais je vais dire c'est pas juste parce que ces gens ils sont pas performants. Il y en a parmi les startups qui sont refusées, qui peuvent faire les chiffres attendus, mais vu qu'ils sont limités par le nombre de deals, ils sont obligés de choisir quoi. C'est plus large que ça, je pense, mais oui, c'est clair qu'il y a des fonds, des fois, qui ont même des règles, en fait, qui sont définies, et des fois, ils veulent investir dans une boîte, mais ils ne peuvent pas parce que les règles leur empêchent. Donc, la règle, ça peut être le marché, ça peut être la taille de la boîte, le secteur, voilà, il y a plein de critères. Mais c'est clair que ça crée, en tout cas, de la liquidité supplémentaire sur le marché. Sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, le marché, quand même, il y a quand même énormément d'argent disponible pour lever des fonds, notamment en France. Après, je connais pas trop le marché allemand ou le marché anglais, mais l'anglais, je sais que en Angleterre, il y a beaucoup d'investissements aussi. Et aujourd'hui, les problèmes, c'est pas de trouver les fonds. Enfin, quand investir, c'est pas d'avoir des fonds, c'est de qu'est-ce que tu proposes aux entrepreneurs pour avoir les meilleurs, pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Donc c'est ça le vrai sujet. Et nous avec First Capital, la vision que j'ai aujourd'hui, c'est de bénéficier en fait du réseau et des compétences de mes business angels qui en fait que je choisis en fait pas seulement parce qu'ils peuvent mettre de l'argent. Pour la plupart, ils sont tous entrepreneurs, ils sont dans le dur. Ils sont des gens ils sont tous entrepreneurs pour le coup là. Les 15 premiers sont tous entrepreneurs. Et donc de leur côté, je peux les solliciter pour les boîtes sur des problématiques métiers ou industrie.
Donc ça peut être pour du produit sur le côté métier, du commercial, et ça peut être en industrie, je sais pas, dans la blockchain par exemple, bah, je vais avoir un mec spécialisé blockchain ou un mec spécialisé, je sais pas moi, retail, enfin peu importe. Très Et moi, mon rôle là-dedans, au-delà de trouver les boîtes, c'est aussi de les suivre et de faire un peu ce que je fais depuis un an à The Family, donc des office hours, les aider plutôt moi sur les opérations, encore une fois, structurées, leur donner un peu les clés pour aller vite, pour trouver le product market fit, et après les aider potentiellement à bien structurer dans la limite du possible leur prochain tour de financement, leur faire des mise en relation avec les VC du coup avec qui je crée des relations depuis plusieurs mois. Je vais encore créer des relations dans les prochains mois. Donc voilà, l'idée c'est d'être le meilleur potentiellement, enfin des meilleurs en tout cas endroits pour une boîte qui est en pré-seed pour l'amener jusqu'à la série A. C'est un peu ça la thèse de First Ticket Capital. Excellent. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça va ressembler d'ici 1 an, 2 ans. On se verra peut-être en follow-up. Avec plaisir. Donc, il y a un gros événement le 24 septembre. J'en parlais hier encore avec Nicolas Dessus du groupe VP, vente privée, que tu dois connaître, j'imagine. Bah, je le connais pas encore personnellement, mais on s'est côtoyé, on a échangé par téléphone. Malheureusement, je pourrais pas y assister malgré le fait que j'aurais bien voulu être là. Parce que je suis invité déjà à l'événement de Jackie Chan, peut-être tu connais, de Paris Fashion Shop, le vainqueur de la BFM Academy. Ok, non, je connaissais pas, mais il a un événement à la même date, à la même heure. Il y a tellement d'événements qui sont à Paris, de manière générale, dans les grandes villes. Que j'ai reçu sur le podcast aussi, donc petite pub encore, n'hésitez pas à aller consulter cet épisode, je vais mettre le lien dans la description. Peux-tu nous parler un petit peu de cet événement brièvement? Alors, je suis pas l'organisateur, hein, je suis un speaker. Donc Nicolas m'a proposé en fait d'intervenir dans une table ronde avec des investisseurs et un entrepreneur sur le sujet du financement dans les startups. Donc sujet qui de toute façon intrigue, je le vois avec le podcast dans la tête d'un VC, qui intrigue fortement notamment les jeunes entrepreneurs ou les gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et donc voilà, j'espère, moi ça me fait plaisir parce que c'est la première fois qu'on m'invite pour quelque chose qui n'est pas lié à mon rôle d'entrepreneur. C'est la première fois qu'on sort un petit peu, même si on reste dans le business, mais bon, quand même ça change. Là, cette fois-ci, on m'a invité pour le podcast et pour faire Ticket Capital, pas parce que j'ai fait Fetch où je suis chez The Family à aider les boîtes. Donc ça veut dire aussi que mon travail de positionnement, en fait, de me faire que dans la tête des gens, Jean-Charles Kurdali, c'est un des mecs qui est dans l'investissement en France et j'espère dans le futur qu'on pourra dire que c'est une des personnes en France ou en Europe qui est très forte, très compétente dans ce sujet. C'est le début de mon travail qui commence à payer, donc c'est cool, quoi. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est quoi ton regard aujourd'hui? Comment avec ce nouveau projet, c'est différent? T'es plus dans le dur comme avant. Ça reste dans le dur parce que là, tu vas rencontrer des gens. J'imagine, pour assembler ces 15 personnes, par exemple, pour ton club, il fallait des tonnes et des tonnes de réunions pour pitcher ton business. Parce que en vrai, j'en ai, ils sont 15, mais j'ai déjà 20-30 personnes derrière avec qui je discute. Donc ouais, j'ai vu beaucoup de monde. Et pour répondre à ta question, mon organisation, en fait, là j'ai beaucoup de projets. Parce que ça, j'en ai parlé, j'ai un autre projet aussi, où là je suis moins, je suis pas le dirigeant, mais je fais aussi un peu de consulting à côté sur d'autres sujets, on pourra en parler si tu veux. Moi je veux bien, mais tu dois te déplacer tout à l'heure. Non, on a encore un petit peu de temps. Et donc pour revenir sur mon orga, j'ai beaucoup fait évoluer. Moi je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, je fais assez gaffe à mon organisation. Donc il y a une règle que j'ai depuis longtemps, que j'ai toujours gardée, c'est de pas prendre de rendez-vous ni de faire de coups de téléphone le matin. Donc ça, en fait, si je te fais ma journée type, qui peut paraître très rigide et qui peut l'être des fois, je me rends compte et j'essaie de m'adapter. Souvent, je suis à Paris, je me lève vers 7h15, 7h30. Je prends un petit déj rapide. Après, à 8h, je lis généralement entre 8h45 et 9h. Tu lis tous les jours? Tous les jours, ouais. Ça peut arriver, il y a peut-être 10 jours dans l'année où je lis pas, j'en sais rien, tu vois, si ça va sauter. Mais ça reste, ça fait partie des habitudes. C'est dans ma routine, ouais, clairement, les habitudes. Jusqu'à 9h, et après à 9h, je vais dans un de mes cafés, j'ai quelques cafés dans le quartier, là où on est. J'ai une petite anecdote. Je suis arrivé 30 minutes avant notre rendez-vous. Okay. J'étais
il y a un petit café quelque part en bas. J'ai demandé, est-ce que vous connaissez un Jean-Charles? Parce que je sais que tu vas souvent dans des cafés. À chaque fois, je sais pas quel épisode j'ai suivi où tu parlais de ça. Okay. Et je me suis dit, c'est sûr que le mec, il vient souvent ici. Et au cas où, peut-être il y a des trucs qu'il peut me raconter que je pourrais utiliser pendant l'interview. Je pense pas qu'il me connaisse. Je vais pas souvent celui-là. Mais donc à chaque fois c'est toujours à l'extérieur quoi, c'est jamais je travaille un peu chez moi mais plutôt l'après-midi, mais du coup le matin dans un café je fais une session de 3 heures donc très concentrée, ce qu'on appelle le deep work. Et souvent je reviens vers midi et quart, je vais courir, j'ai repris le running là il y a quelques mois maintenant, je fais 3-4 sessions par semaine. Donc là je me fais des petites sorties là, c'est assez court, hein. Je fais ça une demi-heure, tu vois, le midi, après je reviens. Pendant les 3 heures c'est genre sûrement sur quelque chose de plus créatif, comme peut-être écriture, réflexion, préparation de podcast, des choses comme ça. Mais c'est vraiment ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de téléphone et il n'y a pas de distraction, il n'y a pas de rendez-vous, ça c'est clair, il n'y a jamais de rendez-vous. Il y a peut-être dans une année il y a peut-être 3 rendez-vous le matin quoi. Il y a des trucs impossibles à décaler ou genre s'il y a quelqu'un qu'il faut absolument que je vois et qui vient de l'autre bout du monde et qu'il faut que je le vois maintenant, que c'est hyper important pour moi, je peux faire une mini exception, mais en vrai je le fais jamais hein, quasiment. Et du coup après donc course le midi, je prends la douche, je mange, je relis un petit peu vers 13h15, et après ce que je fais l'après-midi c'est que donc l'après-midi c'est des rendez-vous et où il y a sur des blocs d'1 heure, de 45 minutes, et après quand j'ai de l'espace c'est plus des mails, choses comme ça, ou de l'admin, et maintenant j'ai une nouvelle technique, c'est que je prends mon premier rendez-vous de l'après-midi à 18h et après je redescends petit à petit vers 14h, ce qui me permet des fois d'avoir, quand j'ai moins de rendez-vous dans la journée, d'avoir des blocs en fait de début d'après-midi où je peux continuer à travailler sur des choses plus, enfin je dis pas que c'est pas, les rendez-vous sont très intéressants, ils font partie complètement maintenant de ma vie, notamment en tant qu'investisseur, enfin sur la partie investissement, mais en tout cas j'ai des 1 heure ou 2 heures début d'après-midi où je reste ici dans l'appartement et je travaille sur des tâches que je juge importantes, pas urgentes, plutôt importantes, et voilà. Et puis après sinon j'ai aussi dans mon orga, au-delà de l'organisation de la journée, donc c'est pour finir le soir, donc l'après donc rendez-vous le soir, assez freestyle, j'ai pas trop d'orga le soir, après je sors, je vais beaucoup au cinéma, moi j'ai une carte illimitée pour le cinéma, donc j'adore le ciné, donc j'y vais essayer d'aller au moins une fois par semaine, et après donc sinon vu que j'ai pas mal de projets en ce moment, j'ai des journées thématiques, et du coup je sais pas, par exemple le mercredi je sais que ça va être réservé à First Ticket Capital, un peu le vendredi aussi. Le mardi et jeudi, ça va plutôt être podcast et ou consulting pour ou advisory de manière générale que je peux faire pour des boîtes as de famille ou ailleurs. Et le dimanche et le lundi, ça va plutôt être tout ce qui est création de contenu et marketing pour pousser mon contenu, donc écriture notamment. Donc voilà, t'as un peu une cartographie de ma semaine. Elle est très très intéressant, et tu t'ennuies pas, ça fait quand même beaucoup. Non, et puis du coup j'ai beaucoup de rendez-vous. Pour donner une ordre d'idée, je tourne à 20-25 rendez-vous par semaine, donc donc ça fait beaucoup de rendez-vous, donc faut savoir bien s'organiser, sachant que je ne prends pas de rendez-vous le matin, donc il faut dire tout ça est casé les après-midi. Donc là j'ai des gros challenges en ce moment de priorisation de mes rendez-vous, de voir si je fais plutôt des calls versus des rendez-vous physiques, centraliser les rendez-vous physiques à un endroit. Il y en a plein d'investisseurs, jamais on se voit, on se parle juste par mail, par mail ou en visio. Voilà. Il y en a plein qui. Mais enfin voilà, donc j'ai pas mal réfléchi encore récemment mon orga. C'est une itération constante pour trouver la bonne orga, mais du coup le problème de ça c'est que ça manque un peu de spontanéité. Que des fois je disais aux gens non c'est vrai que on m'avait déjà dit oui mais où est le plaisir, où est tout ça, c'est vrai que alors, comme dit Jean-Laurent Brochard, s'organiser comme une machine pour vivre comme un humain, ça j'aime bien cette expression. Après c'est bien de temps en temps aussi d'avoir des choses vraiment spontanées dans l'emploi du temps. Je vois ce que tu veux dire. Ça manque un peu des fois, là ça m'arrive encore, mais faut que ce soit plus souvent, je trouve, de me passer par exemple devant un cinéma, de me dire il y a un film à 15h30, il est 15h28, et en fait de pouvoir tout envoyer chier et dire je vais voir le film. Il y a le truc, c'est que j'ai 4 rendez-vous qui m'attendent et du coup c'est compliqué. Avant-dernier épisode avec Cédric Villani, je sais pas si t'as écouté, de Mathieu Stéphanie. Il en parlait justement, il disait que dans toute cette organisation, c'est quand même, ça reste intéressant de mettre un petit peu parfois un bordel mais structuré comme ça parle. Et moi, pas une routine carré. Je suis un peu entre les deux. J'essaie de trouver je trouve que c'est un peu trop structuré, mais j'en ai besoin en même temps. Je sais que si je fais pas ça,
je peux pas du tout faire ce que je suis en train de faire. Je devrais limiter à 1 ou 2 projets. Je peux pas en avoir 3, 4. Même si tous mes projets convergent vers l'investissement, il y en a quand même différents. Donc ouais, c'est un de mes challenges actuels. C'est retrouver de la spontanéité tout en étant un minimum organisé. Donc on va voir si j'arrive. C'est un peu J'ai encore plein de questions, mais bon, je pense qu'il faut qu'on conclue déjà. Quelques petites questions rapides encore. T'as des bouquins comme ça à nous recommander? Ça dépend sur quel type de sujet en fait. Partons sur ce que tu lis en ce moment, surtout peut-être allons un petit peu sur la philo, parce qu'on parle déjà assez de bouquins business dans les épisodes dans mon podcast. Je me dis peut-être si on va un petit peu dans tes lectures. On peut partir sur philo, et je dirais peut-être 2-3 bouquins que j'ai bien aimé récemment dans la fiction ou dans les biographies. En philo, moi le courant qui m'aide beaucoup, qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs il y a 1 an quand j'étais très dur dans ma boîte, parce que c'était vrai qu'on on a dit ce que j'ai fait, mais c'est derrière il y a des gens, et notamment moi, et du coup c'était dur humainement même à gérer cette période. Moi j'aime beaucoup les stoïciens, notamment avec Sénèque. Donc moi mon je me demande toujours on peut dire que c'est une religion, le stoïcisme, ou c'est quelque chose, c'est juste après du bouddhisme, je sais pas. Des fois les frontières sont, alors Harari explique bien qu'est-ce qu'une religion dans Sapiens, mais des fois les frontières sont un peu, il y a un peu de, c'est limite, c'est un peu entre les deux. Moi je suis pas spécialiste, je saurais pas te dire, faut que je revoie la définition de Sapiens, et après je regarde si le stoïcisme rentre dans sa définition. Mais disons que c'est plutôt un courant de pensée. Et ce que j'aime beaucoup chez Sénèque, c'est ce que je conseille toujours, c'est sur la brièveté de la vie, qui est un petit ouvrage de 60 pages, 70 pages. Et je dois le lire tous les ans, le livre-là, ça se lit en 1h30. Hein. Ouais. Et ça te rappelle vraiment, déjà que le titre est assez évocateur, mais surtout de te dire, la base du CO6, c'est arrête de te prendre la tête. Je dis pas avec des beaux termes, mais arrête de te prendre la tête sur ce que tu contrôles pas. Yes. Et concentre-toi sur ce que tu contrôles. Et après, le reste, il adviendra ce qu'il adviendra, mais voilà, concentre-toi sur toi et sur ce que tu peux faire. Et après, les événements extérieurs, de toute façon, tu les contrôles pas. Donc voilà, et c'est très compliqué des fois d'accepter ça. Donc moi typiquement c'était pendant le rachat potentiel qui s'est pas fait finalement, c'est de me dire je fais le mieux que je peux. Est-ce que tu as des regrets? Non, parce qu'au final le stoïcisme m'aide pour ça. C'est là où il intervient et où il est très puissant, c'est que moi je m'étais mis dans des conditions où j'ai accepté déjà que je contrôlais pas tout. Sur ce que je contrôlais, les rendez-vous, les présentations, enfin tout ce qu'on pouvait faire, j'étais à fond. Et après, il y a eu un événement extérieur, c'est ça que j'ai même pas parlé, mais qui fait imprévisible, qui fait que ça s'est pas fait. Et donc, après, il faut prendre du recul. Après, s'il y a un regret, c'est facile de dire qu'il n'y a pas de regret. Mon vrai regret, c'est de pas avoir assez de finances, d'être passé stable financièrement aujourd'hui, via une très belle vente pour pouvoir massivement investir en business angel. J'aimerais bien faire beaucoup de business angel, chose qui est difficile aujourd'hui de le faire comme moi je conçois le business angel. Mais à part ça, non, le stoïcisme m'a beaucoup aidé. Et c'est pour t'en donner peut-être 2-3 livres du moment. Moi je conseille 100% aussi les Sylvain Tesson, alors à lire quand même quand on a l'esprit bien éveillé, parce que c'est comme une littérature qui est très très pointue. Il utilise des termes qui sont quand même voilà, c'est pas des termes qu'on voit tous les jours. Tu vas aller 2-3 fois dans le dictionnaire, toutes les pages, c'est très passionnant, et ça t'évade comme c'est moi, c'est quelque chose que moi j'ai pas ça, j'aime bien Kerouac, j'aime bien Jack London, donc c'est des gens voilà qui ont, moi je l'ai découvert par hasard, hein, je connaissais pas du Sylvain Tesson avant. Alors pour ceux qui savent pas, c'est un écrivain voyageur français contemporain qui vient. Je l'avais vu dans une émission de On n'est pas couché, je pense, et il présentait justement le bouquin dans les forêts de Sibérie, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant, même si de base c'est parce que je l'ai commandé et j'ai tout de suite adoré, et c'est quelque chose que j'offre comme cadeau à des personnes, à des proches, à des amis. Je recommande 1000% Sylvain Tesson pour ceux qui aiment bien les voyages et la belle littérature. Et sinon, qu'est-ce qui m'a marqué récemment? J'ai beaucoup aimé Mermoz de Joseph Kessel. Mermoz, c'est un aviateur français qui a travaillé qui était un des premiers aviateurs de l'aéropostale. L'aéropostale, c'est des gens qui ont fait des liaisons en fait, notamment au-dessus de l'océan Atlantique, qui sont passés la cordillère des Andes, qui ont dans le Sahara. Enfin, en fait, ils ont fait plein de liaisons en fait, parce qu'à l'époque, il y avait pas de mail, hein, donc le courrier, quand on a un courrier, c'était le mail, c'était le courrier. Ça veut dire ça, mais le fait, c'est le courrier. Et du coup, il y a des gens qui, alors que les avions, ça fait quoi? Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans peut-être d'historique. C'était tout récent, l'aviation. Et du coup, c'était les premiers aviateurs sur des longs trajets postaux. Donc avant les trajets, les courriers, où c'est des personnes qui sont
qui voyage dans l'avion. Et c'était passionnant en fait, parce que Mermoz, c'était un ami de Kessel. Et Joseph Kessel, c'est un autre écrivain voyageur français qui a énormément écrit, notamment sur les pays orientaux et sur l'aviation. C'était quelqu'un qui était passionné d'aviation, au même titre que Antoine de Saint-Exupéry, qu'on pourrait conseiller aussi, même si moi j'ai moins lu pour l'instant Saint-Exupéry. Et Mermoz, c'est incroyable, c'est un personnage hyper charismatique, qui a eu une vie avec plein de paradoxes, mais qui était complètement drivé par sa passion qui était l'aviation. Et on suit donc pendant 400-500 pages en fait la vie de Mermoz, qui malheureusement est décédé, ça on le sait tout de suite, mais en fait décédé il devait avoir la quarantaine. Mais comme plein de ses collègues au final, parce qu'à l'époque les avions n'avaient pas du tout les normes de sécurité d'aujourd'hui, et ils se crachaient en fait, alors que ils avaient des avions qui étaient beaucoup moins ils avaient un niveau qui était très élevé, mais ils avaient des avions qui n'étaient pas du tout au niveau de leur niveau à eux. Et malheureusement, il avait beaucoup d'amis qui sont décédés avant lui, même plus jeunes. Et Kessel, en fait, avait dit qu'il écrirait dans tous les cas une biographie sur lui, qu'il devait écrire avec. Malheureusement, il n'a pas pu l'écrire. Il a dû l'écrire après son décès. Et ça, c'est un livre incroyable. Ça m'a donné envie de lire plus Kessel. Et voilà, ici, un autre que je pourrais conseiller. Moi, j'aime bien les écrivains français. J'aime beaucoup. Ça fait partie de mes projets aussi. L'écriture m'intéresse beaucoup, donc j'ai des projets d'écriture. Je le ressens surtout avec l'interview avec c'est Onur ou peut-être avec Willy Brown aussi. Dans l'interview, on sentait que surtout avec ton parcours déjà, ce que tu écris sur LinkedIn, qui quelque part au fond de toi, il y a quelque chose peut-être qui se prépare, quoi. Ah ouais, de toute façon, il y a pas de hasard. Hein. C'est quelque chose que j'aime bien depuis que je suis tout jeune, donc déjà plutôt vers la non-fiction, et même la fiction m'intéresse, même si là j'ai beaucoup de travail sur la partie fiction pour pouvoir faire quelque chose de cohérent et de lisable, on va choisir pour quelqu'un. On a hâte de suivre ça en tout cas. Mais dernière recommandation, Romain Gary en français. J'adore Romain Gary. La promesse de l'aube, La vie devant soi, et tous les Romain Gary au final. Je pense qu'on peut recommander à 100%. On va mettre tout ça en description. Comme tu disais, notamment dans ton premier épisode de conversation avec JCK, ça m'a fait beaucoup à mettre en description comme bouquin. Mais bon, on va tout mettre en description. Peut-être avant-dernière question encore, si on a du temps. Vas-y, de toute façon, on n'est plus en retard près. Si tu pouvais rencontrer le petit jeune de 20 ans, j'imagine, qui était soit déjà poker à l'université encore, toi, ouais, poker et à la fac, ouais. Et qui jouait au poker et qu'il fallait que tu lui chuchotes un truc, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est pas facile. J'aime bien la question là quand elles sont dans les podcasts, mais je me suis jamais posé pour moi. À 20 ans, je sais pas, moi je regrette pas grand chose. Moi j'aurais continué. Te prends pas la tête, continue, lance des choses. Et puis non, en fait, je ferai la même chose. Je sais pas comment dire. Peut-être te donner un peu plus dans le poker, peut-être pas essayer de jouer un peu plus, mais en même temps ça m'a permis de m'ouvrir sur d'autres sujets, parce que du coup j'ai via du monde aussi. Donc non, je referai pareil, parce que même la boîte, tu vois, tu me dis finalement à la fin elle est pas revendue très cher, je la refais quand même si on me le dit, parce qu'au final j'ai appris, ça m'a appris la vie aussi, ça m'a appris le business, ça m'a appris au niveau des relations humaines, sur plein de sujets. Donc quand je dirais vas-y, continue, tu vas voir, ça va bien se passer. Ça va se passer, je dis pas que c'est pas prétentieux, mais c'est juste de dire t'es en mouvement, le principal c'est d'être en mouvement. Ce que je voudrais, c'est de sois toujours en mouvement, et peu importe tes compétences, moi je crois pas trop au QI dans l'absolu, je crois surtout au mouvement et à la détermination. Et si t'as ces deux aspects, t'es toujours en mouvement et t'es quelqu'un qui est ambitieux, déterminé, il t'arrivera des bonnes choses, quoi. Mais ça vaut pour je le dirais à moi comme je le dirais à tout le monde, en fait. Excellent. Donc, j'ai une dernière chose pour toi. Comme je l'ai dit précédemment, à chaque invité, j'ai toujours un cadeau, un bouquin que j'offre. Et pour toi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai un petit peu peur parce que vu que tu es un gros lecteur, il y a de fortes chances que tu l'aies déjà lu, mais au moins tu pourras ça me le fera relire. Je te donne déjà le nom de l'auteur. Robert Cialdini. Cialdini, c'est Influence et manipulation. Ouais, tu l'as lu? Moi, j'ai lu il y a longtemps, donc ça sera très bien. C'est un très bon bouquin en tout cas. Ouais. Magnifique. Moi, c'est par ça que j'ai commencé, lorsque j'ai commencé vraiment à beaucoup lire. Et c'est quelque chose qui a beaucoup influé sur tout ce que je fais aujourd'hui. Et donc,
Bah, c'est très gentil de ta part. Et c'est un très très bon livre, donc ça me fera une relecture. Et merci beaucoup en tout cas. Top. Merci encore pour ce moment. C'est vrai que j'ai tellement de questions que j'aimerais évoquer, mais peut-être on pourra, par exemple, sur la thématique des venture capitalistes. Qu'est-ce qu'un venture capitaliste? Pourquoi faire une levée de fonds? Mais c'est un sujet que j'imagine que tu pourras nous édifier au fil de tes podcasts ou de tes articles dans les semaines qui vont suivre, vu que c'est quelque chose que tu traites. Donc, merci encore pour ce temps que tu m'as accordé, pour ton invitation chez toi et à très vite. Bah, merci beaucoup, à très vite. Salut. Salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com. Et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.